Bonsoir à tous, bienvenue pour cette quatrième réunion consacrée au projet Inspire. Nous sommes ce soir à Lande, alors évidemment de manière virtuelle, et nous remercions son maire Henri Gisselbrecht de nous accueillir. La réunion de ce soir fait suite à celle que nous avons eue hier soir à Clermont-Ferrand, qui a attiré pas mal de monde, qui a été très suivie. On a eu énormément de questions écrites, etc. Donc, on va voir peut-être faire un petit peu évoluer notre dispositif qui consacre plutôt les questions écrites dans un premier temps, puis les questions orales dans un second temps. On va voir en fonction du nombre de questions si on peut le faire évoluer de telle manière que vous puissiez plus prendre la parole, ce qui a pu être regretté hier, et c'est bien dommage. Mais vraiment, le nombre de questions, il y avait plus de 130 questions qui ont été posées, donc c'était très long et très difficile, y compris pour les répondants, de rester concentré sur un tel temps. Comment participer à la réunion? Donc, pour ceux qui commencent à avoir l'habitude, c'est de la redite. Pour les nouveaux participants, une découverte. Donc, quand vous arrivez, vos micros, vos caméras sont désactivés et vous pouvez poser donc des questions dans un premier temps selon une petite icône qui s'appelle Q et R, questions et réponses. Et là, vous pouvez noter votre question. Et puis ensuite, il y a des temps de parole oraux qui seront consacrés. Si certains veulent poser leurs questions à l'oral, qu'ils se manifestent, ça sera peut-être plus simple. Ceux qui ne souhaitent pas, eh ben, je lirai simplement la question, voilà, parce qu'il y en a certains qui préfèrent ne pas s'exprimer. Et puis, si vous voulez donc vous exprimer à l'oral, il faut lever la main. Vous avez une petite main en bas de votre écran. Il suffit de la cocher, d'appuyer dessus, et puis voilà, on voit que vous souhaitez prendre la parole. Ce qu'il faut, c'est attendre qu'on vous la donne, cette parole. On ouvre les micros, donc la possibilité pour vous de parler, et puis vous déclinez votre nom, votre prénom, votre organisation si vous en avez une, et puis vous posez votre question, vous donnez votre avis, etc. On essaye de faire des, des prises de parole assez courtes, hein. Il faut quand même que chacun puisse s'exprimer, donc voilà, on essaye d'être assez court, on ne vous coupera pas, néanmoins on essaye d'être quand même assez bref, de telle manière que le maximum de réponses également puisse être apporté. Et puis évidemment, il faut rester bienveillant et courtois. Euh, Cette concertation se déroule sur 3 mois, depuis le 11 janvier jusqu'au 31 mars. Elle sert à faire connaître le projet, recueillir les avis, les suggestions, donc des citoyens et des acteurs du territoire, et puis évidemment le faire évoluer, ce projet, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont soumis à concertation, et notamment qui sont présentés sous forme de variantes ou de questionnements. Et on vous attend notamment sur ces questions-là, pas que, mais notamment parce que là, il y a des choix à opérer en fin de concertation. Comment participer? Vous avez différents moyens de participation. Vous avez tout ce qui concerne ce qu'on appelle le présentiel, c'est-à-dire le physique. Vous avez des dossiers de concertation dans toutes les mairies. Normalement, il y a des panneaux, il y a des dépliants avec des cartes T, un registre pour vous exprimer. Vous avez aussi des rencontres, des réunions, des balades, des ateliers qui ont commencé à être organisés, qui vont se poursuivre, notamment en ce qui concerne les ateliers et les balades. On va en faire pas mal pendant tout le mois de mars. On espère de manière physique, sinon on trouvera des solutions pour vous se faire accompagner et pour la suivre de manière virtuelle. On va trouver des moyens. Et puis, vous avez le site internet, la plateforme, les réseaux sociaux qui vous permettent également de vous exprimer, de donner votre avis. Le calendrier des réunions, vous voyez qu'il est très chargé. Ce soir, après cette réunion, on fera une pause, la pause pour les vacances d'hiver qui commence samedi, enfin vendredi soir ou samedi midi en fonction des écoles. On recommencera avec une réunion publique à Roya le 23 février et puis un premier atelier le 24 février vélo. Et puis, de toute manière, vous retrouverez ce calendrier, sur le site du projet, dans le magazine de la métropole, le nouveau qui doit sortir bientôt, qui est parti sous presse il y a quelques jours. Et puis, vous voyez encore pas mal de réunions. Une deuxième réunion publique à Clermont-Ferrand qui aura lieu le 9 mars. Et puis, pas mal de balades et d'ateliers qui seront organisés tout le long de cette concertation et de ce processus. Les intervenants ce soir, donc le maire de Lande qui est présent, François Rage,
président du SMTC, Jean-Yves Béclair, qui est directeur général du SMTC, qui fera la présentation un peu technique du projet, Alexia Pellissier, qui l'appuie, qui est chargé d'études connaissances du territoire et qui nous parlera pas mal du réseau. C'est un vrai sujet qui ressort, en tous les cas, de toutes les contributions qui commencent à arriver depuis le lancement de la concertation, et puis Éric André, donc moi-même, l'animateur. Avant de passer la parole peut-être à Monsieur le maire, juste un petit point sur le sondage que vous avez bien voulu remplir pour certains. Donc en fait, ça sert un petit peu à mieux vous connaître. Donc on voit que majoritairement, vous êtes des habitants de Landes ce soir, un peu des habitants de la métropole, et puis le reste vient d'un peu au-delà. Voilà. Mais 57%, 58%, c'est habitants de Landes. Comment avez-vous pris connaissance de la tenue de la présente réunion publique? Eh ben, on voit que les réseaux sociaux sont toujours importants, avec la presse, et puis ce soir particulièrement les supports de communication de la ville de Landes. Donc on vous remercie chaleureusement, parce que c'est vrai que c'est des relais extrêmement importants, et on voit à quel point ces forces de mobilisation, on a beau faire des campagnes, pas mal de choses, c'est toujours la proximité qui paye le plus. Donc merci encore une fois pour votre appui, et puis estimez-vous votre degré de connaissance du projet. Donc on voit que il y a quand même beaucoup de gens qui commencent voilà, à bien connaître ce projet. Certains nous suivent depuis un moment, certains sont pas mal renseignés, donc c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir des débats. Alors parfois, pour ceux qui ne le connaissent pas, puisqu'il y en a quand même un certain nombre qui peuvent vous paraître rébarbatifs, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à le dire quand vous ne comprenez pas des points techniques, quand il y a des choses qui vous semblent très lointaines de votre compréhension. Voilà, il ne faut pas hésiter. Voilà, les présents, ceux qui présentent, ceux qui répondent sont parfois entraînés par leurs habitudes de travail, et puis leur langage. Donc voilà, il faut parfois leur dire, attendez, moi je ne comprends pas. J'essayerai d'être parfois votre porte-parole, mais n'hésitez pas à relayer cette information. Voilà. Est-ce que, monsieur le maire, je vous cède la parole peut-être pour un mot d'introduction, un mot d'accueil? Ah ben voilà. Oui, Bonsoir. bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien et on vous voit. Eh ben, merci, Monsieur André, pour cette entrée en matière. Je souhaite donc la bienvenue à tous celles et ceux qui sont parmi nous ce soir avec cette méthode innovante, je dirais, de concertation. On aurait bien sûr préféré la faire dans notre belle salle Vialat à la Dedoche, ça aurait été plus sympa. Mais grâce aux moyens techniques que vous nous avez mis à disposition, eh ben, nous pouvons quand même réaliser une concertation malgré ces circonstances particulières. Je salue bien sûr les Landais, nos amis de Pont du Château, je pense peut-être de Pérignat et de Murs-sur-Allier qui sont présents. Je remercie bien sûr le SMTC, son président François Rache, je ne sais pas s'il est parmi nous, et son directeur, M. Béclair, d'avoir ainsi pu créer ces conditions d'une véritable concertation avec tous les habitants qui souhaitent y participer et créer les conditions pour qu'elles puissent avoir lieu ce soir dans notre commune. Je remercie le Rouge Vif aussi et pour notamment sa présence sur notre marché en janvier, fin janvier, où il a suscité, le stand qu'il tenait a suscité énormément de passages. Pour finir ma conclusion, je dirais simplement 2 points qui me semblent fondamentaux. La première, c'est que ce réseau, ce projet inspire certes ces 2 lignes nouvelles BST à haut niveau de service, mais également la restructuration complète de l'ensemble du réseau de transport en commun de la métropole. Ça veut dire très concrètement que la ville de Landes, puisque je suis maire de Landes, est complètement concernée par ce projet. Et le deuxième point,
c'est l'occasion pour tout un chacun de s'exprimer ce soir et de poser des questions et des éclaircissements qu'il souhaiterait et éventuellement d'interpeller les responsables de SMTC sur la vision non seulement du réseau de bus, mais aussi des mobilités un petit peu de demain. Et donc, merci à tout le monde pour leur future participation et leur présence ici ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vous propose de passer tout de suite à l'introduction de cette présentation. Donc, je vais passer la parole à François Rage, qui est président du SMTC. Monsieur le président, et ben voilà. Bonjour à tous et merci à Henri de nous accueillir. Et en plus, je vois que cet accueil a été bien préparé puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 50 participants. C'est ce que je vois sur mon ordinateur. Donc, c'est tout l'enjeu de cette concertation de pouvoir prélever les idées, les besoins des usagers ou futurs usagers. Donc, merci d'avoir fait le nécessaire pour qu'il y ait autant de participants. Alors, ce projet, je vais vous en présenter les grandes lignes et puis Jean-Yves Becler sera un petit peu plus dans le détail. C'est pour nous une triple ambition. La première ambition étant un projet, étant une ambition de mobilité, en fait, une ambition de développement, puisqu'on est sur du transport public qui va s'articuler autour de 2 lignes de BHNS, mais qui va s'articuler aussi autour d'une restructuration du réseau, et on va vous en parler. La deuxième ambition, c'est une ambition urbaine, avec un véritable enjeu d'améliorer et d'embellir le cadre de vie de chacun de nos citoyens sur les 21 villes de notre métropole. Et donc, il y a un traitement urbain qui sera au-delà du simple moment de transport, un traitement urbain qui sera effectué. Et puis, la troisième ambition, c'est une ambition environnementale, c'est profiter de ce projet pour pouvoir mieux respecter l'environnement, à travers les sources d'énergie qu'on va utiliser, à travers la végétalisation qu'on va mettre en œuvre et à travers le moindre nombre de voitures qui seront amenées à se déplacer. Donc, un vrai souci d'environnement. Donc, un projet de mobilité, un projet urbain et un projet de transition énergétique, voilà les trois axes de ce projet. Si on regarde un constat aujourd'hui, on appelle ça des parts modales. On a une histoire de notre métropole qui fait que dans notre métropole, on utilise de façon très importante la voiture, et à 61%, un petit peu la marche à pied, 30%, et assez peu le transport public et les vélos. C'est une histoire qui a conduit à une construction de ville avec des voies assez larges, avec aussi une entreprise très, très axée vers la voiture, qui font que c'est un constat. Un plan de déplacement urbain a été adopté par l'ensemble des élus métropolitains qui fixent des objectifs et qui fixent aussi des moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Pour faire simple, les objectifs, c'est que demain, la voiture ne soit plus utilisée que pour un trajet sur 2 et qu'il y ait une forte augmentation du nombre de déplacements en transport public. On arriverait à 12%, ce qui nous met dans une moyenne à peu près classique, et puis un développement du vélo aussi pour arriver à 5%, ce qui fait plus que multiplier par 2 les modalités d'aujourd'hui. Donc, un vrai objectif qu'on se fixe et qui va nécessiter des moyens importants et qui vont faire l'objet de cette présentation. Quand on dit moins de place, donc c'est la diapositive d'après, quand on dit moins de place pour la voiture, ça veut dire offrir une alternative à la voiture, bien évidemment. Et cette alternative, elle va s'opérer autour de 2 enjeux. Le premier qui est le site réservé pour les 2 lignes de BHNS, donc la ligne B et la ligne C. Ligne B et ligne C qui ne passent pas à Landes, mais Landes est directement concerné par le deuxième objectif qui est sur assurer une équité territoriale, où il y a la construction du futur réseau de transport qui va s'articuler autour de ces 3 lignes structurantes, donc les 2 dont je viens de parler, qui sont à créer, qui vont de Roya à Cournon et de Durtol à Aulnat, et la ligne A, qui est la ligne de tramway actuelle, sur laquelle on s'est assuré du devenir. Donc, c'est vraiment autour de ces 3 lignes qu'on va restructurer le réseau, et c'est dans le cadre de cette restructuration du réseau que les habitants de Landes, mais aussi de Pont-du-Château, d'Aulnay, etc., vont être directement concernés par une meilleure offre qu'on pourra leur faire. En même temps qu'on va travailler sur ces lignes de bus, on va aussi travailler sur les questions de stationnement. On va aussi travailler sur les questions
de réaménagement d'espaces publics de façade à façade. C'est le travail urbain dont je vous ai parlé. Et puis, on va se centrer principalement dans le cadre de l'offre de transport public sur les actifs, les étudiants et, aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité, la desserte des centres hospitaliers et médicaux, tout en préservant l'activité commerciale et économique, puisqu'on sait que c'est essentiel à notre métropole, et votre maire le sait bien, puisqu'il est lui-même vice-président chargé du développement économique. Dans améliorer le cadre de vie, au-delà de l'aménagement du façade à façade, on va faire le choix de bus propres et on va poursuivre la réduction de l'empreinte carbone du parc de bus. C'est l'ensemble de notre parc aujourd'hui qui va être concerné par cet engagement. Du coup, une troisième diapositive et dernière diapositive sur ce projet au service de la transition énergétique, parce qu'on se le dit tous, on se voit tous les vendredis matins, l'ensemble des maires de la métropole, puisque je suis aussi maire de Cournon, et je vous promets que c'est des problématiques qui nous concernent et qu'on aborde très régulièrement, ces questions de transition écologique. Et donc, on va profiter de ce projet pour faire un travail conséquent sur la qualité de l'air, puisqu'on va travailler avec des véhicules qui feront zéro émission, donc ce sera des véhicules électriques ou à hydrogène. On est en train d'en parler avec l'ensemble des maires. On va travailler sur la transition urbaine, puisqu'on va remettre de la nature en ville. Tout au long des tracés, on va pouvoir végétaliser, planter des arbres, etc. Et puis, on a aussi sur ce projet qui va durer 5 ans, essayer de mettre en place des indicateurs qui vont nous permettre d'être persuadés, d'être certains que quand on va embaucher une entreprise, ben, ça sera aussi l'entreprise qui, au-delà du prix qu'elle pourra nous promettre, pourra nous promettre aussi une qualité des matériaux qu'elle va utiliser, du recyclage qu'elle mettra en place, qui seront en parfaite adéquation avec la transition énergétique. Et puis, dernier élément, vous le verrez dans la diapositive, on va construire un dépôt et on va imposer à cette usine en fait, qu'on va construire de couvrir la moitié des besoins énergétiques de l'ensemble de ce processus pour être aussi là, très respectueux de l'environnement. Voilà ce que je voulais dire en termes d'enjeux sur ce projet. Vous le voyez, un projet métropolitain qui va servir à l'ensemble de ses habitants et qui va faire sens pour notre métropole, et un projet donc à la fois porté par la métropole, le SMTC, mais au service de l'ensemble des villes et de l'ensemble de ses habitants. Merci. Monsieur Bécler, pour faire la présentation du projet. Oui. Bonsoir et merci. Je crois que la vidéo est en train d'arriver. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les caractéristiques principales du projet. Donc, cette présentation est évidemment axée principalement, c'est l'objet principal du dossier de concertation publique sur les 2 nouvelles lignes de bus à haut niveau de service. Mais il y a une partie également qui vous concernera tous beaucoup ce soir, qui est proposée par Alexia Pellissier sur la restructuration du réseau et donc la manière dont les lignes, dont celle de Landes par exemple, se connecteront également sur ce nouveau réseau restructuré. Je fais cette présentation à la place de Pascal Malasnet, qui est notre directeur de projet et qui est malade, donc c'est pour ça que je le remplace ce soir. Quand on parle de ce projet de construction de lignes de bus à haut niveau de service, nous parlons en réalité de la mise en place de 27 km sur lesquels ces bus vont rouler. Et ces 27 km vont être aménagés pour à peu près 2/3 du parcours, de telle sorte à pouvoir garantir que les véhicules roulent vite, donc avec une vitesse moyenne suffisante pour être compétitifs par rapport au trajet en voiture individuelle. Un deuxième élément important, c'est de permettre sur ces lignes fortes, ce qu'on appelle des lignes fortes du réseau, d'offrir une large amplitude pour qu'on n'ait pas à se poser la question de savoir si on aura un bus le soir, par exemple, quand on est parti le matin, avec une amplitude donc, qui sera analogue à celle du tramway de 5h à 1h du matin. C'est un projet, bien sûr, de construction de lignes pour les transports en commun, mais c'est aussi, et le président le rappelait, un moment important pour pouvoir compléter les dispositifs en faveur des piétons et des vélos. Et plus de 90% du linéaire, donc des 27 km, seront effectivement aménagés avec des aménagements cyclables spécifiques, mais l'intégralité du parcours, et on y reviendra, offre une continuité cyclable confortable pour les usagers des cycles. Ce projet, c'est également une fréquence.
Une fréquence, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un bus toutes les 6 minutes à l'heure de pointe, c'est-à-dire ne pas se poser de questions pour savoir à quelle heure je dois descendre à mon arrêt pour trouver un bus qui m'emmènera d'un point à un autre. Enfin, et c'est important, c'est l'occasion pour nous de proposer une offre supplémentaire sur l'ensemble du réseau. On va donc augmenter la quantité de kilomètres roulés par l'ensemble de notre flotte bus. Et cette augmentation de 20%, elle va être répartie pour moitié sur ces 2 nouvelles lignes, les lignes B et C, mais pour une autre moitié sur l'ensemble des autres lignes du réseau de la métropole, ce qui permettra à chaque habitant de profiter d'un meilleur service. Avec ce nouveau réseau, et c'était rappelé dans les objectifs du plan de déplacement urbain, nous attendons une fréquentation en hausse de 50%, et c'est ce qui permettra de passer de la part modale de 7% en transport en commun à 12% en 2030. Sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, on voit les 2 tracés des lignes B et C complémentaires de la ligne de tramway actuelle. Un élément très important, très fort de ce projet, c'est qu'il irrigue la métropole. Il l'irrigue, par exemple, en franchissant l'autoroute. Et on le voit à l'est, tant en direction d'Olna qu'en direction de Cournon d'Auvergne. Il offre donc une longueur qui permet de desservir un grand nombre de communes de notre métropole, soit directement, soit avec des correspondances, des rabattements sur ces 2 lignes. Si je rentre un peu dans le détail, les lignes que nous proposons et qui sont proposées à la concertation, bon, je vais commencer par celle qui part de Cournon d'Auvergne. Eh bien, elle part du lycée Lafayette, du lycée René Descartes. Elle passe par le centre-ville de Cournon, elle passe par le quartier d'Aumelac. Et ensuite, il y a plusieurs variantes proposées à la concertation. Le tracé principal qui passe par la plaine de Sarliève devant le Zénith et la Grande Halle, ou un tracé alternatif qui passe plus au nord. Nous avons ensuite une entrée dans Clermont-Ferrand par la rue de l'Oradou, un passage sur le tronçon central commun avec la ligne B, ce qui permet sur ce tronçon d'offrir un bus toutes les 3 minutes. Donc en entrant sur ce tronçon au niveau des lycées Blaise Pascal et en allant donc traverser par Ballainvilliers et la place de Jaude, et puis remonter en direction de Durtol avec un terminus situé au carrefour de la route de Durtol et une proposition d'extension jusqu'au stade de Durtol. L'autre ligne, la ligne B, part de Olna avec 2 tracés proposés dans Olna, un plus direct et un qui vient desservir au plus près la partie dense, le quartier dense d'Olna, un passage le long de l'aéroport, avec à la fois la desserte du lycée Roger-Clostre et la desserte de l'aéroport, une entrée dans Clermont-Ferrand par le Brézet, avec 2 tracés mis à concertation, un par la rue Gutenberg, qui nécessite un percement de voie pour aller jusqu'au carrefour de la rue Palissy, ou un par la rue des Frères Lumière. On longe le nouveau quartier Saint-Jean, on passe sous la voie ferrée, le long de l'hôpital, le long de la gare SNCF et de la future gare routière qui sera implantée à proximité immédiate de la gare SNCF. On reprend le tronçon central et on remonte à Chamalières, puis à Royan en direction des Thermes et de Royatonique, avec un terminus situé dans la zone de la place Allard. Diapositive suivante. Le haut niveau de service, j'en ai donné un premier aperçu tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, c'est d'abord une garantie en fait de temps de trajet. Cette garantie de temps de trajet, elle est apportée à la fois par la vitesse, et c'est ce qu'apporte le site réservé. Quand on est en site réservé, ça veut dire que le bus devant lui n'a pas de voiture, et donc il est sûr d'avoir toujours la même vitesse et une vitesse suffisamment rapide entre 2 arrêts. C'est aussi une fréquence de passage, on en a parlé tout à l'heure, qui permet de ne pas se préoccuper de savoir à quelle heure je vais prendre mon bus. Mais c'est également de l'information voyageur qui est fournie notamment aux stations et des éléments comme une billettique, donc la possibilité d'acheter des billets directement sur le quai. Ce sont enfin des bus qui roulent sans émission de gaz à effet de serre. Et puis, pour garantir la vitesse commerciale, un système de priorité qui garantit que le bus, chaque fois qu'il arrive à un carrefour, va trouver le feu vert, c'est-à-dire un système exactement identique à celui qu'on trouve aujourd'hui sur la ligne de tramway. Si on passe à la diapositive suivante,
avec ce projet de création de lignes, c'est en fait une manière de redisposer les espaces de façade à façade, comme le disait le président Rage tout à l'heure, avec une manière en fait d'organiser ce nouvel espace, de le répartir entre les différents usagers. Alors dans la diapositive, là, c'est l'exemple évidemment idéal où on a une très grande largeur et on est donc en capacité de faire cohabiter tous les usages en donnant à chacun sa place, tant au vélo qu'aux piétons, au transport en commun avec des sites réservés et aux voitures, mais aussi à la végétation. Évidemment, ces zones très larges, il y en a peu sur notre métropole et nous ne sommes plus au 19e siècle où on rase les maisons et on ouvre de très grands boulevards. Il faut donc s'adapter à la ville telle qu'elle est et s'adapter à la ville, c'est du coup choisir une manière, un ordre de priorité, c'est-à-dire à qui est-ce qu'on va donner finalement l'espace au fur et à mesure donc en fonction bien sûr de la taille, de la largeur disponible. Ce qui est proposé dans ce dossier de concertation, c'est l'ordre de priorité suivant. D'abord, les piétons et les vélos, donc ce qu'on appelle les modes actifs, qui vont ainsi pouvoir trouver plus d'espace entre les façades d'immeubles. Ensuite, les transports en commun, c'est évidemment un objectif important pour donner de la vitesse et de la performance à notre système de transport. C'est ensuite la trame végétale pour apporter plus de nature et redonner finalement une vraie continuité de trame verte à l'intérieur de la métropole. C'est ensuite la circulation des riverains pour que chacun puisse continuer à accéder chez lui. C'est ensuite seulement la question du stationnement en voirie. Et c'est enfin la circulation de transit, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, il ne restera plus sur les voies empruntées par les bus que la circulation riveraine et non plus cette circulation de transit qui de temps en temps vient aussi encombrer les routes. Cet ordre de priorité, il se traduit très mécaniquement, très concrètement sur la manière dont les aménagements sont faits sur ces deux lignes de bus à haut niveau de service. Le choix, c'est d'implanter chaque fois que c'est nécessaire pour garantir de la vitesse des sites propres, donc des sites réservés aux bus bidirectionnels, ça veut dire que dans un sens comme dans l'autre, le bus roule dans sa voie réservée. Lorsque ceci n'est pas possible, et c'est ce qui arrive en bleu clair, eh bien, on privilégie un sens de circulation, le sens qui va être le plus favorable, là encore, à la vitesse commerciale. Et donc, on est sur ce qu'on appelle un site propre unidirectionnel. Une autre des possibilités, c'est le site propre dit antagoniste. Alors, à ce moment-là, en fait, on a trois voies, une voie de circulation dans chaque sens, et puis une voie médiane que le bus peut emprunter en venant d'un sens ou dans un autre. C'est comme une espèce de voie unique pour le bus, et ça permet en fait au bus, en approche de carrefour, d'être systématiquement sur cette voie médiane, donc de doubler les voitures, et puis il a la priorité au feu, donc le feu se déclenche au vert pour lui, et il peut juste après le carrefour se remettre devant les voitures qui attendent au feu, et donc retrouver de l'espace libre devant lui pour continuer à avancer. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ça, je viens d'en parler, donc ça illustre un peu la manière dont les choses peuvent se répartir sur la chaussée. Et j'en viens du coup directement au fait que, au-delà des 2/3 aménagés spécifiquement pour les bus à haut niveau de service, mais un autre projet sur 27 km propose également de nouveaux aménagements cyclables qui viennent du coup compléter ou renforcer ou réaliser le schéma cyclable métropolitain. Pour ces aménagements cyclables, le choix, vous l'avez vu dans l'ordre de priorité tout à l'heure, c'est de garantir la continuité au vélo. Et donc, cette continuité, elle est assurée pour l'essentiel du tracé par ce qui est le plus confortable pour la vitesse et pour les vélos, c'est-à-dire des pistes cyclables ou des voies vertes. Mais dans un certain nombre de cas, exactement comme pour les bus, on est amené à trouver des solutions de compromis. On va en présenter plusieurs dans la diapositive suivante. Donc là, c'est les deux aménagements les plus qualitatifs, si je puis dire, la piste cyclable ou la voie verte. Et ensuite, c'est sur la diapositive suivante, le cas échéant, des situations davantage de cohabitation avec soit une voie unidirectionnelle pour les vélos, et donc dans l'autre sens, on est soit avec les bus, soit avec les voitures, ou bien une coexistence avec les bus, auquel cas la largeur, bien sûr, de la chaussée est plus importante pour garantir en fait que les choses se passent bien entre ces deux types de véhicules, ou bien on peut être aussi en partage avec
avec les voitures. Voilà, donc l'essentiel, hein, c'est de garantir bien sûr que la continuité cyclable, bien mieux que ce que nous avons fait à l'époque sur le tramway, est garantie tout au long de ces 27 kilomètres. C'est également avec ce projet l'occasion, et ça a été dit en introduction, de proposer un nouvel aménagement urbain, donc au-delà de la question de la reprise de la voirie pour redonner un peu de place à chaque usager, c'est aussi pour un certain nombre de lieux, en améliorer l'attractivité, et c'est en particulier vrai sur ce que nous appelons des lieux de projet, et qui, vous allez le voir, sont d'abord et essentiellement des lieux d'intermodalité. Sur la ligne B, si je pars d'Aulnat, par exemple, nous avons un lieu de projet le long de l'aéroport, ce qu'on appelle la façade de l'aéroport, et à cet endroit-là, on a aussi une halte ferroviaire sur la ligne qui vient de Thiers et qui va à Clermont-Ferrand. Si on suit cette ligne B, on arrive au bas de l'avenue Carnot, donc juste après la gare SNCF, et ce qu'on appelle le square de la Jeune Résistance, un endroit où nous aurons demain une gare routière. Et donc, à cet endroit-là, on a évidemment un nœud d'intermodalité à requalifier. Et donc, c'est un des lieux de projet qui est proposé dans cette concertation publique. Le point central, nodal, qui est la place Renou-Ballainvilliers, où aujourd'hui un grand nombre de lignes de bus passent, et qui est donc un des points, évidemment, de desserte le plus important de la métropole. Toujours sur la ligne B, au niveau du carrefour Europe, un lieu également d'intermodalité, on y reviendra tout à l'heure, avec également des possibilités de parking, de même qu'à Roya, autour de la place Allard. Sur la ligne C, en partant de Cournon, c'est le réaménagement de la place centrale, la place Gardet, avec une halle intermodale qui est prévue également au niveau de cette place. Et puis, à proximité immédiate de la gare de Cournon, un lieu de projet avec notamment la volonté de permettre, le cas échéant, des correspondances entre la ligne et des trajets par la gare SNCF. Quand nous arrivons sur la zone de la Pardieu, donc une requalification de ce que nous appelons le boulevard qui est au niveau du boulevard Schumann, avec à cet endroit-là une correspondance, notamment un lieu de correspondance entre la ligne C et la ligne de tramway. Et puis nous y viendrons tout à l'heure avec la restructuration du réseau, un certain nombre de lignes qui se connecteront également à cet endroit. Et puis enfin, au niveau du terminus à Durtol. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc c'est la diapositive dans laquelle on voit que non seulement ces deux lignes permettent d'irriguer une partie de la métropole et puis d'offrir du coup un niveau de service élevé, et également des lignes sur lesquelles on viendra se connecter, ce qui sera présenté par Alexia Pellissier tout à l'heure, mais c'est également la possibilité offerte à des habitants de l'extérieur de la métropole, de trouver des parkings pour y poser leur véhicule et continuer en transport en commun. Un certain nombre de ces parkings relais sont aujourd'hui au niveau des études de faisabilité ou des études d'opportunité plus précisément, pour en fait choisir les lieux les plus adéquats pour poser ces parkings relais. Donc ceux qui sont présentés ici sont ceux qui sont proposés le long des deux lignes B et C. Il y en a également à l'étude sur les autres lignes du réseau, et on en parlera peut-être tout à l'heure au moment des questions-réponses. Les bus qui vont être mis en circulation sur ces deux lignes, mais également ceux qui demain rouleront sur le reste du réseau. Donc là, nous avons d'abord une quarantaine de bus que nous allons acheter pour rouler sur ces deux lignes. Ces 40 bus, ils sont sans émission de gaz à effet de serre, donc ils sont électriques ou hydrogène. Cette décision sera prise un peu plus tard, comme le rappelait le président tout à l'heure. Dans tous les cas, ils sont stockés et garés sur un nouveau dépôt. Ce nouveau dépôt, il est situé à la pointe de Cournon, et il accueillera demain 190 bus. Donc non seulement ces 40 bus-là, mais les autres bus qui roulent sur l'ensemble des autres lignes et qui eux aussi sont amenés à avoir demain des motorisations propres, qu'il s'agisse d'électricité, d'hydrogène ou de biogaz. Cet objet, le dépôt, c'est un objet technique bien sûr, mais c'est aussi un objet extrêmement important par rapport à la question de la transition énergétique, et donc à un des aspects, une des composantes environnementales du projet qui vous est proposé ce soir. En effet, sur ce dépôt, nous installerons des panneaux photovoltaïques, donc des panneaux solaires, qui permettront de produire une partie de l'électricité que nous utiliserons pour les véhicules qui se déplaceront donc sur les deux lignes de BHNS, mais également demain sur le reste du réseau, et des batteries qui permettront de stocker l'électricité produite
de telle sorte en fait à garantir que l'électricité qu'on produit sur ce dépôt, c'est bien la bonne quantité par rapport à l'usage que nous faisons sur nos 2 lignes. Le reste de l'énergie décarbonée sera par ailleurs achetée, si possible d'ailleurs en local, au travers de contrats spécifiques qui nous permettront d'en garantir le zéro carbone. Diapositive suivante, je laisse la parole du coup pour un point qui me semble encore plus important ce soir sur cette commune de Landes, qui est l'esquisse du futur réseau et donc le zoom sur notre commune de Landes. Alexia, c'est à vous. Bonjour à tous. Oui, donc concernant la restructuration du réseau, donc à ce stade, on est bien sur un réseau silhouette. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réseau silhouette? On est bien sur une esquisse de ce que pourrait être le futur réseau sans forcément avoir un tracé bien défini. Et donc, ce sont bien les avis et besoins en termes de mobilité donc, qui vont remonter de ces concertations, qui vont venir ensuite alimenter une version V2 et qui vont permettre d'affiner le tracé donc, de ce futur réseau. Donc, ce projet de futur réseau, il est construit pour répondre prioritairement aux différents motifs de déplacement, donc à savoir le déplacement domicile-travail, le déplacement des collégiens, lycéens et des étudiants, l'accès au centre hospitalier, les déplacements à vocation de loisirs et commerciaux, et enfin la desserte des grands équipements culturels. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce futur réseau, il est construit autour de 3 lignes structurantes, donc les lignes A, B et C, et il doit répondre à plusieurs objectifs. Donc, le premier objectif, c'est notamment la ville à 30 minutes. Donc, là, qu'est-ce qu'on entend par la ville à 30 minutes? C'est essentiellement de centre urbain à centre urbain et également en fonction des principaux points d'intérêt. Donc, par exemple, si on prend la ligne 35 sur Landes, si on prend de Charles de Gaulle, donc Charles de Gaulle qui est dans le centre urbain et qui est un des arrêts de la ligne 35 les plus fréquentés, direction de Lille, et ensuite correspondance ligne A pour se rendre à Jode, on est sur un temps de parcours moyen d'environ 44 minutes sur un jour ouvrable de base, c'est-à-dire un mardi ou un jeudi. Donc là, on est bien sur une volonté de réduction de temps de parcours et de lignes plus directes pour se rendre dans les centres urbains. Et également, on est sur un objectif d'amélioration de l'offre. Et donc, pour atteindre ces objectifs, on est sur un processus itératif sur un temps long, avec une concertation continue qui se déroulera donc sur 2021-2023 avec différents acteurs, donc aussi bien les communes, les partenaires et prestataires et ainsi que les citoyens comme on le fait ce soir. Ensuite, il va se suivre une phase d'ajustement donc, et de construction de l'offre sur 2024-2025 pour une mise en service de ce nouveau réseau début 2026 en même temps que la livraison donc, des lignes B et C. Donc, si on reprend rapidement les étapes de construction de ce futur réseau, actuellement, on est bien donc sur un réseau silhouette, comme je l'ai évoqué auparavant. Les étapes à venir, on va arriver sur un réseau V2, où là, ça sera un affinage des tracés suite à la prise en compte des retours des concertations. Ensuite, on va arriver sur un réseau V3, où là, ça sera l'intégration des différentes études qui vont être menées. Donc, ça sera des études d'impact, d'insertion et de circulation sur les tracés V2. Et enfin, donc, pour arriver à un réseau finalisé, un réseau V4. Et donc, toutes ces versions de réseau, elles vont être ajustées en fonction donc, des concertations antérieures ainsi que des résultats des études réalisées, mais aussi la prise en compte des opportunités d'aménagement à mettre en place donc, pour une meilleure optimisation et une meilleure efficience de ces lignes de transport en commun. Et enfin, donc, des choix qui seront réalisés par les communes sur la circulation. Et donc, à présent, si on fait un zoom le plus précis sur l'est de la métropole, donc on va s'attarder sur Landes, Pont-du-Château, Murs-sur-Allier et Pérignat-sur-Allier. Donc, par rapport, si on commence par Landes, les avantages de ce futur réseau et les dessertes des différents points d'intérêt. Donc, pour Landes, ça sera la ligne 9 qui desservira cette commune. On aura un tracé plus direct dans le centre de Clermont-Ferrand. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la destination principale des usagers de la ligne 35 au départ de Landes est de l'île Montlosier, d'où la volonté d'une desserte plus directe dans le centre urbain de Clermont. Et également, il y aura une liaison possible avec les communes à l'est, donc Murs-sur-Allier, et au sud avec Cournon d'Auvergne via la ligne 37. Donc, on reviendra après sur la ligne 37 pour en parler plus précisément. Concernant les points d'intérêt, donc on est sur une desserte des points d'intérêt qui répond en priorité aux déplacements, aux priorités de déplacement établies prioritairement que je vous ai présenté auparavant. Et donc concernant le domicile-travail,
Aujourd'hui, les usagers de Landes, dont le motif de déplacement est le domicile-travail, donc qui empruntent la ligne 35, ils ont comme destination principale le centre-ville de Clermont-Ferrand, d'où cette volonté de desserte plus directe dans le centre. Et donc là, on se base sur notre enquête origine-destination de 2016, donc qui permet d'identifier toutes les origines-destinations selon les motifs. Pareil pour le domicile études, on est sur une volonté de desserte des établissements présents sur la commune, notamment avec le collège Saint-Exupéry ainsi que Marmilla, et également un tracé direct dans le centre de Clermont-Ferrand, qui est la destination principale également donc pour les déplacements de ce motif. Si on s'attarde désormais sur Pont-du-Château, donc ça sera la ligne 36 qui desservira Pont-du-Château, et de manière générale, on est bien sur une volonté donc de meilleure desserte des zones urbanisées de la commune, avec notamment une desserte complémentaire de la zone urbanisée au sud de la commune, donc qui sera le terminus, et également une desserte complémentaire nord-sud avec une nouvelle ligne, donc ça sera la ligne 38, donc qui sera une ligne de rabattement sur la ligne 35. Et également, le tracé de la ligne 36, il sera plus direct dans le centre de Clermont-Ferrand, direction de Lille, donc qui est la destination principale des usagers de la ligne 36, dont l'origine est Pont-du-Château. Concernant les points d'intérêt, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le motif domicile-études, il représente à lui seul plus de la moitié de la fréquentation donc, totale de la ligne 36. Donc, concernant ce motif, la destination principale est toujours le centre-ville de Clermont-Ferrand, d'où la volonté d'avoir un tracé plus direct et notamment plus rapide. Concernant le domicile-travail, la destination principale pour ce motif, il reste le même, ça reste le centre-ville de Clermont-Ferrand. Pour ensuite Murs-sur-Allier et Pérignat-sur-Allier, donc ça sera la ligne 37 qui desservira ces deux communes. Et donc là, désormais, on sera sur un système de boucle avec deux rabattements, deux destinations possibles, à savoir donc Landes, avec une correspondance qui sera possible avec la ligne 9, et Cournon d'Auvergne, avec une correspondance avec la ligne structurante C. Et donc, il y aura plusieurs points de connexion pour permettre cette correspondance. Concernant les points d'intérêt, donc là, pour le domicile études, on a un lien important entre Murs-sur-Allier et Landes, notamment avec le collège Saint-Exupéry, d'où la volonté de création de cette boucle via cette ligne. Et donc, de ce fait, cette boucle, elle va permettre plusieurs origines-destinations, aussi bien en faveur des scolaires qu'en faveur du tout public. Et ça va permettre plusieurs liaisons, notamment Murs-sur-Allier-Landes, ou encore Murs-sur-Allier, Pérignat-sur-Allier-Cournon, ou enfin Cournon-Landes. Et donc, de manière générale, on est bien sur une volonté d'amélioration de l'offre et d'une desserte de l'ensemble des communes, toujours dans un objectif de répondre aux différents motifs de déplacement dans leur ensemble. Et donc, je redonne la parole à M. Béclair qui va vous finaliser cette présentation. Merci beaucoup. Il s'agit aussi de pouvoir vous donner quelques éléments à la fois de budget et de calendrier. Donc, le projet dans son état actuel, nous en sommes au stade donc de la concertation hein, du public. Donc, il est amené bien sûr à évoluer également en fonction de vos retours. Le coût du projet est estimé entre 240 et 280 millions d'euros hors taxes. Il comprend deux grandes parts qui sont liées en fait aux compétences des deux co-maîtres d'ouvrage de cette opération. Les deux co-maîtres d'ouvrage, c'est d'une part le syndicat mixte des transports en commun, donc qui s'occupe de la mobilité, puisque la métropole et les deux communes de Murs-sur-Allier et Pérignat-sur-Allier lui ont délégué la compétence mobilité, et puis la métropole pour ce qui concerne les aménagements urbains. Pour financer ce projet, nous attendons également des subventions publiques, et en particulier celle du quatrième appel à projet, qu'on appelle le quatrième appel à projet TCSP, c'est-à-dire transport en commun en site propre, qui est doté en fait de 450 millions d'euros issus des engagements du Grenelle de l'environnement. Ces 450 millions d'euros sont par ailleurs complétés par une enveloppe liée au plan de relance de 100 millions d'euros. Pour le calendrier du projet, nous sommes dans la phase de concertation publique entre le 11 janvier et le 31 mars de cette année. Vous avez vu tout à l'heure, et ça sera rappelé également, la liste hein, des opérations et des dates qui nous attendent d'ici le 31 mars. L'objectif, c'est une mise en service tout début 2026. Pour y arriver, il y aura une phase toujours pénible hein, également pour
l'ensemble des habitants, qui est la phase de travaux. Ces travaux, ils se concentreront sur les années 2024-2025, après une période de travaux préparatoires en 2023. Entre le moment de la concertation réglementaire et puis ce début des travaux, il y a une phase extrêmement importante qui est la phase d'enquête publique, qui débouche sur une déclaration d'utilité publique, à partir de laquelle on peut finir de ce qu'on appelle nous maîtriser le foncier, c'est-à-dire garantir en fait qu'on dispose bien de l'ensemble des parcelles pour installer le projet. L'enquête publique est prévue aujourd'hui début 2022. Et il y aura bien sûr une concertation continue, et ça vous sera aussi rappelé tout à l'heure, tout au long de ce projet, pour garantir la bonne association de l'ensemble des habitants. Merci beaucoup voilà, pour cette présentation qui est riche, dense, il y a beaucoup de choses. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de passer, alors comme on l'a dit, peut-être de vous passer la parole finalement, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui commencent à émerger. Est-ce que par exemple, Sandrine, alors j'espère ne pas écorcher votre nom, Goua ou Goy, je ne sais pas, souhaite prendre la parole? Je vais vous rechercher pour vous autoriser à la prendre. Sinon, je lirai les questions que vous posez. Voilà, j'ai ouvert votre micro normalement. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez le faire, madame. Et sinon… Activé. Eh ben voilà. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. D'accord. Oui, donc ma première question était de savoir si, avec le système actuel, puisque bon là c'est un projet quand même à long terme, il était possible que les lignes existantes puissent avoir un système express, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas autant d'arrêts entre Landes-Centre et Clermont-Centre, afin de rendre la ligne plus attractive et justement réduire déjà sensiblement le délai de trajet. Merci. Et vous aviez une autre question, je oui, crois. j'en avais une deuxième. Allez-y, profitez-en. Merci, c'est gentil. Actuellement, il y a des lignes Transdom. Alors, je sais que c'est le département et non pas le SMTC ni Clermont Métropole, mais bon, ça reste, on va dire, l'État dans sa globalité qui existe et qui passe par Landes. Et la plupart des personnes descendent à Landes. Et il est impossible pour les Landais de monter dans ces bus, puisqu'il y a déjà une ligne de bus dédiée. Et donc après, le système est direct jusqu'au Salin. Il y a d'autres arrêts, mais c'est assez direct. Ça met 20 minutes pour faire Landes-Clermont. Et le fait d'ouvrir cette possibilité aux Landais ou à d'autres personnes sur le chemin, on va dire, permettrait de rentabiliser encore plus la ligne, puisqu'il y aurait de nouveaux abonnements, et rendrait plus attractif les bus dans leur globalité. Très bien, merci beaucoup pour ces premières questions. Monsieur Becler. Oui, il y a, je pense, trois grands sujets en fait dans votre question. Et je ne vais pas y répondre dans l'ordre, mais je vais essayer de répondre aux trois. La première question que vous posez, c'est celle finalement qui concerne le réseau actuel. Alors, ce n'est pas à strictement parler l'objet de la concertation du jour, vous l'avez d'ailleurs très bien dit. Toutefois, c'est extrêmement important pour nous de vous entendre sur ces sujets, également parce qu'ils vont nous permettre, et vont permettre à Alexia notamment, de prendre en compte ces remarques pour construire le réseau de demain. C'est quand même l'occasion de vous répondre sur ces sujets, bien sûr, ce soir, avec donc les deux premiers éléments qui sont comment ça marche finalement entre le syndicat mixte et la région, puisque c'est la région qui aujourd'hui exploite les lignes dites Transdome. Bien sûr, nous nous parlons et nous nous parlons régulièrement de telle sorte à mieux coordonner nos offres. Alors, je ne vous dis pas ce soir qu'on va y arriver d'ici 2025. En revanche, ce que je peux dire avec déjà certitude, c'est que par exemple, sur un certain nombre de communes de notre ressort territorial, nous avons déjà réussi des mutualisations avec la région. C'est vrai par exemple sur les communes de Murs-sur-Allier et Pérignat-sur-Allier. C'est vrai également dans l'Ouest. Donc aujourd'hui, on y arrive progressivement à construire finalement ce type de complémentarité.
Il y a un deuxième élément qui sera assez fort à partir de la fin de l'année, de cette année, début de l'année prochaine, c'est que nous mettons en place une nouvelle billettique qui doit nous permettre d'être ce qu'on appelle interopérable. En fait, ça veut dire que permettre en fait aux usagers, hein, avec une carte Oura, c'est la carte de la région et qui permet de voyager sur le réseau Transdome, ou avec une carte du SMTC de pouvoir prendre différentes lignes. Voilà. Donc ça, c'est des premiers éléments de travail entre la région et nous. La deuxième question que vous posiez, c'est celle des lignes express. Sur ces sujets-là, en fait, et c'est là qu'Alexia pourra compléter cette réponse. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir voilà, le meilleur compromis de service. Et ce compromis, bien sûr, c'est à la fois permettre aux habitants, enfin, en tout cas aux passagers qui montent sur une destination d'aller le plus vite à la leur, mais c'est aussi, en passant, d'emmener d'autres personnes qui souhaitent prendre le bus pour également leur propre trajet. Dans la commune de Landes, ça aujourd'hui, c'est manifeste. On a par exemple entre le centre-ville de Landes et le centre-ville de Clermont un pôle important qui est le pôle de Marmilla, où on a à la fois une école d'ingénieurs, un lycée agricole et un certain nombre d'entreprises, notamment du secteur agroalimentaire et forestier. Un peu plus loin, l'INRA, etc. Donc, on essaye en fait de prendre en compte l'ensemble de ces demandes. Et ça, c'est pas toujours compatible avec la mise en place de lignes express. Par ailleurs, hein, ces lignes express, c'est aussi parfois une frustration pour les gens qui voient passer le bus à l'arrêt et un bus qui ne s'arrête pas. Voilà. Donc, on essaie de trouver un compromis autour de ces deux grandes questions. Et c'est pas facile hein, de trouver le meilleur compromis possible. Voilà. Peut-être Alexia, par contre, vous pouvez aussi indiquer comment fonctionne finalement la création d'un réseau au quotidien. Alors, en complément à ce que je voulais dire, on se rend bien compte que le fait d'avoir une liaison directe Landes-Clermont est une demande récurrente et importante, mais aussi, il faut savoir donc, que les arrêts Marmilla ou même Aubrézé, donc qui sont sur le long de la ligne 35-36 actuelle, sont des arrêts quand même très fréquentés, et donc il faut avoir un bon compromis entre comment on dessert tous ces arrêts et comment on fait une ligne plus directe dans le centre et donc plus rapide. Donc, c'est tout l'intérêt de ce travail qui sera bien évidemment à long terme, donc avec une livraison en 2026. C'est bien là tout l'intérêt d'avoir une ligne plus directe. Et c'est aussi pour ça qu'on étudie toutes les possibilités et que dans un court terme, elle ne sera pas forcément amenée à évoluer comme elle pourra l'être en 2026. Mais il y a plusieurs possibilités à étudier et dans tous les cas, oui, cette portion de la ligne 35 est aujourd'hui très fréquentée et ça, c'est suite à notre enquête origine-destination toujours qu'on peut l'observer. Merci Alexia. Une question suivante. Alors, est-ce que je peux passer la parole à Michel? Je sais, voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro, normalement. Est-ce que vous réussissez à l'ouvrir? Monsieur, sinon je vais lire votre question le temps que… Ah ben voilà. On vous entend normalement. Très bien. Donc, Bonsoir. vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, ma question, c'est les liaisons entre Landes et Cournon d'une part, et entre Landes et Aulnat d'autre part. Alors, j'entends bien Alexia qui dit que les arrêts qui sont très fréquentés, mais pour Landes-Cournon, ce n'est pas très fréquenté puisqu'il n'existe rien de pratique. Je pense notamment à tous les jeunes de 18-25 ans qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas en emploi, qui ont besoin de la mission locale qui est à Cournon, et il n'y a aucun moyen d'y aller, où il faut prendre un bus pour Clermont et reprendre à Clermont un bus pour Cournon. Donc, et sur Cournon aussi, au niveau des professionnels de santé, il y a un large panel de spécialités et les gens de l'Est clermontois
ne peuvent pas y aller faute de liaison disponible. Donc, c'est un problème que les Landais et plus largement ceux de la banlieue Est posent depuis longtemps. Et il faudrait quand même qu'on arrive à leur répondre. Oui, merci beaucoup. Et j'ajoute peut-être, avant que Jean-Yves et Alexia vous fassent une réponse, que c'est monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on a été sur les marchés, c'était une question qui est revenue régulièrement. C'est comment finalement de Landes à Cournon on fait. Alors, il y a déjà eu une première esquisse de réponse avec cette future ligne 37, si j'ai bien compris. Oui, alors là, je vais laisser Alexia parce que elle va être extrêmement heureuse de votre question, qui comprend exactement ce qu'elle souhaite tous les jours, c'est-à-dire exactement bien comprendre pour quel type de motif et pour quelles raisons on veut aller d'un point à un autre. Donc là, je lui laisserai aussi l'opportunité de vous répondre sur ce sujet et probablement de vous remercier. Dans votre question, il y avait aussi la partie Landes-Olna, et c'est plutôt sur celle-ci que je vais essayer de répondre. Il est absolument certain que le réseau de demain, comme le réseau d'aujourd'hui, ne répondra pas à toutes les demandes de déplacement à l'intérieur du périmètre métropolitain. C'est clair. Et d'ailleurs, dans notre planification, la part modale des transports en commun, on souhaite, on travaille pour la faire passer de 7% à 12%. Et ça veut dire qu'il y a quand même demain 88% des déplacements qui ne se feront pas en transport en commun. Alors, une part significative d'entre eux se fera aussi en vélo et en marche à pied, mais il restera une majorité de déplacements en voiture. Tout simplement parce que la mise en place de lignes de transport, c'est d'abord un effet de regroupement et il nous faut beaucoup de personnes qui ont envie d'aller au même moment d'un endroit à un autre pour que ça ait du sens, en fait. C'est tout je raconte que des banalités que tout le monde connaît, hein, pour que ça ait du sens de mettre en place un moyen de transport collectif. Notre analyse, fondée également sur une enquête qu'on appelle une enquête ménage, qu'on refait tous les 10 ans, hein, parce que c'est une enquête assez lourde. On appelle les gens pour savoir comment est-ce qu'ils se déplacent chaque jour. Elle nous dit que le potentiel de déplacement entre Landes et Olna, en moyenne, il est moins important que, par exemple, entre Landes et Cournon, raison pour laquelle on va installer une nouvelle ligne dans ce réseau, et encore moins qu'entre Landes et Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, c'est simplement pour resituer le fait que on ne cherche pas, au travers de la construction de ce nouveau réseau, de répondre à l'ensemble des demandes de déplacement de chacun des habitants, mais bien proposer une solution collective pour un grand nombre de trajets qu'on peut mutualiser. Et peut-être, Alexia, je vous laisse compléter sur la liaison Landes-Cournon. Tout à fait. Donc, en petit complément, notamment donc sur Landes-Olna, comme l'a dit Monsieur Béclair, c'est bien, on s'appuie en plus de notre enquête origine-destination 2016, donc là qui est consacrée sur les bus, aussi sur notre enquête déplacement grand territoire, qui elle est tout mode confondu. Et donc avec ces enquêtes-là, on se rend bien compte que les déplacements, les flux d'échanges qui se font entre les communes, à partir de Landes, se font principalement au sud de la commune, beaucoup plus sur Cournon, voire Pont-du-Château, que sur Olna. Et c'est pour ça que pour le futur réseau, pour répondre à ces flux de déplacement Landes-Cournon, c'est tout l'intérêt de la création de cette boucle avec la ligne 37 qui va permettre notamment de faire une liaison Landes-Cournon avec des rabattements sur la ligne C pour répondre à cette demande. Et donc, pour répondre aussi à notre objectif de priorité de points d'intérêt, et c'est là où je vous remercie pour votre question. Mais en tout cas, voilà, le futur réseau est aussi là pour répondre aux différents flux de notre territoire. Merci, Alexia. Alors, il y avait une question de Monsieur Fromont. Je ne sais pas si on peut lui donner la parole. Didier Fromont. Eh bien, voilà. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro, si vous souhaitez, monsieur? Sinon, je vais lire. Voilà, très bien. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, j'avais une question sur la ligne B. Je voulais savoir pourquoi on n'a pas priorisé la desserte de Landes plutôt qu'Olna. Alors, il ne s'agit pas de retirer la desserte d'Olna,
mais on a déjà une gare, une halte SNCF. Et puis, il pourrait y avoir l'idée d'une branche, enfin d'une fourche, avec que la ligne se sépare en deux. Mais l'essentiel des emplois est plutôt au sud de la zone aéroportuaire, enfin pas l'essentiel, la grande majorité des milliers d'emplois, l'AVIA, la maintenance de Hop, l'ENITA, l'INRA, etc. Très très peu au nord. Hein. Et donc pourquoi on n'a pas priorisé la desserte de Lande, notamment avec la desserte actuelle qui est pas terrible. On voit que vous l'améliorez quand même pas mal avec la nouvelle ligne 9. Voilà. Merci beaucoup. C'est pareil, Jean-Yves et Alexia, lors de la réception des contributions à des cartes T, on a vu que c'était un sujet, l'histoire du Y. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir une branche pour Lande? Alors, voilà, il y a à nouveau il y a plusieurs embranchements, si je puis dire, dans la question du coup qui nous est posée. Et donc, non seulement Alexia, mais je pense qu'il y a aussi une partie politique qui méritera de compléter voilà, je pense qu'il méritera de compléter les premiers éléments que je vais donner. Alors, peut-être, si je le prends par le tout petit bout de la lorgnette, c'est la question d'une ligne en Y. Alors, pour tout vous dire, ce type de ligne présente quand même des inconvénients. Les inconvénients que présente une desserte en Y, c'est celle de diminuer la fréquence du coup des bus sur chacune des deux branches du Y. Et du coup, il y a une partie en fait du gain qui est liée au fait qu'il y a des bus très, très régulièrement qui permettent de ne pas avoir à réfléchir à quand est-ce que je descends pour aller chercher mon bus, quand est-ce que je pars de chez moi pour rejoindre l'arrêt de bus, qui est perdu par ce format en Y. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, puisqu'on connaît tous dans ce réseau, dans le nôtre, comme dans d'autres métropoles, des propositions de ce type, mais il faut aussi avoir en tête que ça a des inconvénients. Si je prends la deuxième partie de votre question, et je pense qu'elle est beaucoup plus fondamentale, c'est celle qui mérite d'être complétée aussi d'un point de vue politique. Une fois qu'on a décidé, c'est les élus qui ont fait ça, de construire des lignes qui irriguent en profondeur la métropole et qui donc en fait traversent l'autoroute, ce qui est la grande nouveauté de la proposition qui est faite ici, et donc s'en vont notamment dans cette partie est qui se développe beaucoup en termes d'urbanisme. Et bien effectivement, il faut choisir, si je puis dire, de quel côté on passe de cet aéroport. Et les deux options étaient sur la table, très clairement, et donc il fallait voilà, d'une certaine façon, il faut faire un choix. Alors les ingrédients du choix, c'est notre connaissance des usages actuels et futurs, qui est évidemment contestable, et c'est aussi la base de cette concertation réglementaire qui est là. Et dans notre connaissance, on sait qu'à Aulnat, on a beaucoup d'habitants, à Lande aussi, mais on a notamment des habitants regroupés dans des quartiers denses. C'est une commune qui est un peu plus pauvre que la commune de Lande, et dans lequel il y a aussi déjà aujourd'hui pas mal d'usagers du transport en commun. Ça, c'est un premier élément, des éléments plutôt liés à de l'urbanisme. Ceci dit, avec la desserte de la ligne 9, qui sera forte aussi, avec des niveaux de fréquence élevés, on viendra quand même chercher au sud, à Lande, et puis avec la ligne 36 à Pont-du-Château, les 20 000 habitants qui sont aujourd'hui présents de façon sur l'ensemble de ces deux communes. Il y a un deuxième ingrédient, c'est la desserte de l'aéroport. Et donc là, il y a aussi un choix derrière cette desserte, donc du terminal aéroportuaire. Qui ne vous aura pas échappé que cette ligne B, elle passe aussi non seulement à l'aéroport, mais aussi à la gare de Clermont. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'éléments qui font choisir à un moment donné de passer, ou en tout cas de proposer de passer plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, sachant que on a bien repéré qu'il y avait aujourd'hui un déficit. Ça nous a été signalé par les maires de Lande et Pont-du-Château, un déficit d'offres sur ces deux communes que la ligne 9 et la ligne 36 vont évidemment combler. Donc peut-être, avant de passer la parole à Alexia, peut-être une intervention plus politique pour le coup de notre président ou du maire de Lande. Moi, je veux bien dire un tout petit mot sur cette question. C'est vrai que c'est une question qui a été étudiée par l'ensemble des élus. Alors, pourquoi on a plutôt basculé de ce côté? Je crois qu'il y a deux raisons essentielles. Là, vous avez une présentation de ce qu'on appelle, nous, des mobilités internes, c'est-à-dire les mobilités à l'intérieur de notre métropole. Je suis aussi vice-président de la métropole en charge des mobilités durables, et donc
je m'intéresse aussi à nos difficultés de mobilité à l'externe et donc notamment nos relations avec Paris via le train ou via l'aéroport. Depuis très longtemps, on a fait un procès au tram, justifié ou pas, peu importe, on ne va pas en débattre ici, mais un procès au tram étant le seul tram de France peut-être, ou d'ailleurs, ou d'Europe, à ne pas passer par la gare SNCF. Avec ces lignes B et C, en fait, on a relevé le défi de relier l'ensemble des lieux intermodaux, c'est-à-dire la gare routière, la gare SNCF, l'aéroport, avec une fréquence élevée, etc. Ce qui nous permet, je dois vous l'avouer, quand on rencontre le ministre du Transport, d'avoir des éléments de négociation pour lui expliquer que si nous faisons l'effort de relier l'ensemble de ces lieux intermodaux, l'État doit faire l'effort d'assurer une meilleure desserte ferroviaire, et il y a de la marge, je vous l'accorde, une meilleure desserte ferroviaire et aussi soutenir l'aéroport parce que l'aéroport, quand vous rencontrez les entreprises, et là, votre maire pourra vous le confirmer, quand vous rencontrez Limagrin, Michelin, les grandes entreprises, ce qu'on appelle nous les grands comptes, pour eux, l'aéroport est essentiel au maintien de leur siège social, notamment sur notre territoire. Prenons peut-être pas tous l'avion, mais le fait que l'aéroport existe, c'est important en termes de facteur d'attractivité. Et donc, nous avons vraiment besoin que cet aéroport, il existe. Et c'est un des facteurs qui va faire que cet aéroport perdurera si on est capable de mettre dans la balance avec l'État que nous, métropole, nous faisons le nécessaire pour que ça vienne, pour qu'il soit desservi correctement par une ligne de bus. Ça, c'est vraiment le premier élément qui est un peu de la politique stratégique, on va dire. Et le deuxième élément aussi, c'est qu'en plus des trois ambitions dont je vous parlais, ambition de transport, ambition urbaine, ambition de transition écologique, nous avons aussi une ambition que je pourrais qualifier de sociale, c'est-à-dire relier tous les quartiers, notamment les quartiers où le niveau de revenu est le plus faible, et c'est le cas à Aulnat, des sites proches, en fait, de sites qui peuvent être à Clermont ou ailleurs. Et c'est aussi des composantes, par exemple, qui sont étudiées dans le cadre des demandes de subventions que nous pouvons faire, et puisque c'est assimilé à de la politique de la ville. Donc, des éléments sociaux, des éléments de géopolitique stratégique qui ont fait qu'aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est un passage par l'aéroport et jusqu'à Aulnat, mais en n'oubliant pas, bien sûr, Landes et Pont-du-Château avec une ligne forte, même si elle n'est pas en BHNS, mais dans un premier temps, une ligne forte qui viendra améliorer la qualité de l'offre à l'ensemble des habitants. Merci. Monsieur le maire, vous voulez dire un mot? Oui, allez-y. Oui, très rapidement, stratégiquement, donc relier l'aéroport, la gare, a été choisi, mais dans ce projet, politiquement, il a été aussi rajouté que le réseau Est, c'est-à-dire Landes, Pont-du-Château, pour faire simple, serait également inclus dans ce projet avec renforcement de ces lignes et, comme on le voit, des projets de lignes supplémentaires pour Landes et qui relierait Landes à Clermont-Ferrand et le sud de l'aéroport. Donc en fait, c'était dans la balance, il y avait cette ligne aéroport, gare SNCF d'un côté et le renforcement des lignes, notamment de 35 et 36, avec l'apparition de nouvelles lignes qui reliaient Landes à Cournon. Donc c'était un projet aussi, une question d'équilibre politique. Je rajoute aussi la restructuration de tout l'espace économique économique de la zone du Brézet, notamment, qui va être complètement restructuré entre le quartier Saint-Jacques et le Brézet, qui va être complètement restructuré par cette ligne. Merci. Ce que je vous propose, c'est je vais annoncer les prises de parole successives parce que vous êtes plusieurs, nombreux à demander la parole. Donc, on va commencer par Cathy, puis ensuite on ouvrira le micro de Mathieu, puis de Dominique Roussel, puis de Didier,
et de Monsieur Lapouge. Et merci, Monsieur le Président François Arrache, parce que finalement, dans votre intervention, vous avez répondu à une des questions de Vidal, qui était: est-ce qu'il y a une politique inclusive et sociale dans ce projet? Donc, vous avez apporté là des éléments de réponse. Alors, Cathy, voilà, est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Si vous Oui, m'entendez. bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, vous m'entendez? Parfait. Catherine Anglade, voilà, j'habite à Murs-sur-Allier. Donc, Murs-sur-Allier, on a la T2C depuis, alors je n'ai pas exactement la date en tête, hein, mais ça fait peut-être à peu près 3 ans. Quand on a su qu'on allait avoir la T2C, on était vraiment ravis. Le souci, c'est que dans la réalité, en fait, on a vite déchanté car en fait, l'offre qui nous était proposée n'a pas été modifiée. Ça s'est juste substitué à ce qu'on avait déjà. On avait donc des lignes qui allaient jusqu'au collège de Landes et 2 autres lignes qui allaient sur Clermont. Donc la T2C, en fait, a juste pris le relais. On n'a pas eu d'offre supplémentaire. Donc ce que je voudrais savoir, moi, c'est dans votre projet, donc vous parlez d'un tracé Murs-sur-Allier-Landes. Et donc je voulais savoir si l'offre du coup qui nous était proposée allait être plus importante. Parce que le matin, on voit bien au niveau des trajets, enfin c'est l'enfer. Le nombre de gens qui prennent leur voiture pour aller au travail, je pense qu'on pourrait faire beaucoup de... il y a beaucoup de gens qui pourraient prendre le bus et pas leur voiture personnelle s'il y avait une offre suffisamment importante pour nous permettre de faire les trajets jusqu'à Landes et puis après de pouvoir le faire jusqu'à Clermont. Très bien, merci. J'imagine que vous parlez aussi de la fréquence, hein, des bus. Oui. Au-delà de la fréquence, d'ailleurs, j'en profite pour glisser un mot pour les personnes qui vont répondre, les intervenants. Il y a des questions aussi sur l'amplitude, donc le service le dimanche sur un certain nombre de lignes. Voilà. Bien. Alors, je pense qu'il y a 2 éléments dans votre donc, premier élément. Alors, je suis obligé de m'inscrire un peu en faux, malheureusement, par rapport à ce que vous dites, puisque voilà, on a participé à la construction de l'offre supplémentaire sur la commune de Murs-sur-Allier. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a beaucoup, ni même que ça correspond à une offre suffisante, hein. Mais en réalité, au passage, au moment de l'intégration des 2 communes, anciennement Meusel-Valais, aujourd'hui Murs-sur-Allier, il y a bien eu un tout petit peu plus d'offres qui a été proposée. On a ajouté une navette supplémentaire, certes avec pas beaucoup d'horaires, ça j'en conviens largement. Et la proposition qui est faite dans le nouveau réseau, c'est bien de renforcer la desserte de ces communes, donc de proposer naturellement davantage de destinations et davantage de fréquences pour permettre effectivement aux habitants d'avoir plus de solutions de déplacement en transport en commun. Peut-être, Alexia, vous pouvez compléter du coup cette première partie? Oui, alors encore une fois, par rapport à la restructuration du réseau, on est bien sur une amélioration de l'offre et donc on prend bien en compte toutes ces demandes par rapport à la fréquentation. Et sur ce futur réseau, on sera bien sur une amélioration de l'offre, ligne 37 compris, pour permettre notamment d'avoir les correspondances avec la ligne 9 et de permettre des bonnes correspondances, notamment au niveau des horaires, pour pouvoir prendre le bus de la ligne 9 sur Landes. Et j'ai oublié sur la partie de la réponse à la question du dimanche, simplement pour rappeler et confirmer l'engagement qui a été pris par écrit, hein, d'ailleurs, auprès de monsieur le maire de Landes, de mettre en place une desserte du dimanche, avant même d'ailleurs l'année 2025. C'est un engagement ferme qui a été pris et qui sera tenu, en particulier pour permettre la desserte de l'Allier, puisque la voie verte de l'Allier est un des éléments du plan aussi de développement touristique de la métropole. Merci beaucoup. La parole à Mathieu. Voilà, si il peut allumer son micro. Donc, plusieurs questions qui ont été posées. Non. Bon, alors sinon, je vais les lire, sauf s'il prend la parole. Alors, bonsoir, je cherche à utiliser les transports de plus en plus, mais le souci est sur la durée des trajets. Landes-la-Part-Dieu, quasiment 1 heure versus 10 minutes en voiture. Landes-Cournon, plus d'1 heure, et c'est à côté. J'ai d'autres exemples. Comment voulez-vous qu'on ne privilégie pas la voiture pour aller à Clermont? Et serait-il possible de faire évoluer cette situation avant 2025?
Vous avez en partie déjà répondu Oui, je crois à qu'il ces y a questions. il y a une partie de la réponse qui a été donnée. Il est absolument certain que nous ne pouvons pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, couvrir tous les déplacements. Ceux qui sont cités là sont effectivement des déplacements qui sont aujourd'hui beaucoup trop longs pour que l'option bus soit réellement crédible pour un grand nombre d'habitants. Ceci dit, hein, notre constat, c'est qu'il y a quand même avec des offres qui ont l'air extrêmement longues, il y a quand même des usagers, hein, des clients de nos bus, parce que pour certains, il n'y a pas de solution, pas d'autre solution, et donc ça constitue finalement la dernière solution de repli. Avec le réseau tel qu'on le propose, il y aura plus de destinations accessibles, notamment pour les 2 communes de Landes et Pont-du-Château. Toutefois, certaines continueront à ne pas pouvoir être correctement couvertes, et c'est simplement parce qu'on ne peut pas offrir des solutions de transport pour toutes les origines et toutes les destinations. Merci. Est-ce que Dominique Roussel souhaite prendre la parole parce qu'elle a posé des questions? Donc, bonsoir. 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 C'est pas Dominique Roussel, c'est Paul Roussel. Ah, excusez-moi, c'est le nom qui apparaît sur le… Oui, parce que je faisais une animation sur Zoom sur mon ordinateur. Alors c'est l'ordinateur de mon épouse. Voilà. Oui, alors j'avais 2 questions. C'est l'origine de l'hydrogène déjà là, parce que au niveau de l'environnement, oui, quelle est l'origine de l'hydrogène qui va être utilisé pour les transports en commun? Et puis je pose ma deuxième question. Bien sûr. Alors, je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent les transports en commun. On avait eu l'occasion d'aller en Tchéquie, il y a une vingtaine d'années maintenant, peut-être plus, et il y avait énormément de transports en commun. Les transports en commun avaient des coûts extrêmement bas. Est-ce que il y a des villes aussi où les transports en commun sont gratuits? Donc, est-ce qu'un coût de transport en commun extrêmement bas, très très bas, va pas être très motivant et va venir augmenter la fréquentation des transports en commun et, par ricochet, augmenter la fréquence des passages de bus? Merci. Donc, 2 questions. D'où provient l'hydrogène? Et puis, la question du prix et de la gratuité. C'est vrai que c'est une question qui revient pas mal aussi dans les contributions. Cette deuxième partie, il y a quelques éléments techniques que je donnerai, mais il y a aussi une composante beaucoup plus politique que serait au président François Rage naturellement. Pour l'hydrogène, je pense que je n'ai du coup pas du tout été clair dans ce que j'ai raconté tout à l'heure. Aujourd'hui, le choix d'énergie qui sera utilisé sur les 2 lignes de bus à haut niveau de service, le choix d'énergie, il n'est pas définitif. Ce que nous savons, c'est que ce sera des bus à 0 émission. Il y a plusieurs technologies de bus à 0 émission. Il y a une technologie électrique et il y a une technologie hydrogène. Dans le cas que vous posez, c'est si nous avons de l'hydrogène, ce qui est une question qui aujourd'hui est encore ouverte, alors d'où viendra-t-il? Alors seulement dans ce cas-là, je peux y répondre du coup simplement. Notre ambition, c'est bien sûr que ce soit de l'hydrogène décarboné. Sinon, ça n'a finalement pas beaucoup de sens d'un point de vue environnemental et ça implique en fait qu'il y ait une unité de production, en fait de transformation pour produire l'hydrogène que nous consommerions dans nos bus. Ça se fait par hydrolyse de l'eau et donc en fait on utilise de l'électricité en pratique pour produire l'hydrogène. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai parlé du dépôt tout à l'heure, dans tous les cas, le besoin de production d'énergie pour couvrir la consommation des bus est avéré. C'est pour ça qu'on mettra en place un système de production photovoltaïque sur le dépôt. L'élément technique par rapport à la question du lien entre fréquentation et prix du transport. On a aujourd'hui sur notre réseau une tarification solidaire et donc on est capable de dire comment est-ce que réagit la fréquentation, finalement, à des propositions tarifaires basses? Le constat, c'est que ça a bien fonctionné, puisque nous avons aujourd'hui un grand nombre d'abonnés solidaires, dont des abonnés qui n'étaient pas présents avant cette tarification sur notre réseau, et qui, grâce à cette tarification, utilisent autant les transports en commun que
le reste de la population. Voilà. Donc ça a été une mesure très forte, avec une origine politique, dont le président reparlera, et qui a effectivement fonctionné. Il y a des débats sur la gratuité, donc ça c'est ce dont parlera le président. Ce que je sais dire avec certitude, c'est qu'aujourd'hui, le transport en commun est moins cher que l'usage de la voiture individuelle. Et donc le choix de report de la voiture individuelle vers le transport en commun n'est finalement qu'assez peu motivé par des questions de coût du transport, sauf pour certaines catégories de population que nous avons déjà aujourd'hui dans notre transport en commun. Donc, il y a un vrai enjeu, en fait, au travers d'abord du renforcement de l'offre, pour offrir une alternative crédible plutôt sous l'angle de la fréquence et de l'amplitude, pour en fait favoriser le report modal de la voiture vers le transport. Pour le reste, la partie politique, je laisse la parole à mon président François Rage. Oui, vous avez déjà donné pas mal d'éléments, Jean-Yves. D'abord, rappeler pour ceux qui ne le savent pas que quand quelqu'un s'acquitte d'un ticket ou d'un abonnement, il paye à peu près 15% du coût du transport. Ce qui fait qu'on est parmi les voyages les moins chers en Europe. Si vous allez en Angleterre ou ailleurs, vous verrez que le ticket est beaucoup plus cher. Ça, c'est possible parce qu'en France, il existe un versement transport, c'est-à-dire que toutes les entreprises de plus de 11 salariés payent une cotisation proportionnelle à leur masse salariale, ce qui permet de diminuer le coût payé par l'utilisateur. On est donc en France sur un système où il y a une répartition assez équitable entre le monde de l'entreprise, l'utilisateur et puis le citoyen imposable qui paye aussi via la métropole qui verse une contribution au SMTC. On est donc sur une part qui est plutôt équilibrée, l'utilisateur, le non-utilisateur imposable et puis l'entreprise. Soucieux quand même, parce que ça fait partie de nos objectifs principaux, d'avoir un transport accessible pour tous. Il y a maintenant 5-6 ans, nous avons mis en place une tarification solidaire pour laquelle il faut bien prendre en compte que le tarif le moins cher est un tarif qui est aujourd'hui à 4,20 € mensuel, ce qui est quand même une somme très peu importante, on va dire, même si c'est encore beaucoup pour certains. C'est une tarification qui a été construite avec les travailleurs sociaux et qui considère qu'à un moment, c'est important qu'il puisse y avoir aussi une participation de l'usager à son mode de transport. Ça permet aussi une identification, etc. Donc, on est sur une proposition tarifaire qui est observée plutôt bien par l'ensemble des réseaux en France et qui permet à chacun, quelle que soit sa situation financière, de pouvoir prendre le transport. Et on peut penser donc qu'on n'a pas aujourd'hui sur notre réseau de handicap financier à pouvoir prendre le transport et que le développement, il se fera plutôt par la qualité de l'offre, la fréquence, etc. Sur la question de la gratuité, c'est un débat qui traverse beaucoup de réseaux en ce moment et surtout lors des dernières élections municipales. Il y a eu des engagements, d'ailleurs, de plusieurs listes qui ont été élues, notamment à Clermont, sur une expérimentation de la gratuité. Il y a des cas, notamment Dunkerque en France, qui ont montré que la gratuité, parce qu'elle rend le service beaucoup plus simple, d'ailleurs, permet une augmentation importante de la fréquentation. Augmentation importante de la fréquentation qui nécessite plus de bus, donc plus de dépenses. Et quelque part, vous avez moins de recettes et plus de dépenses, donc il faut à chaque fois bien envisager, bien réfléchir et bien projeter les conséquences que ça peut avoir sur la qualité de l'offre, parce que si on mettait les bus complètement gratuits et que derrière, il n'y avait plus assez de sommes pour pouvoir investir, on aurait une qualité qui se détériorerait, donc ça irait à l'encontre de ce qu'on veut. Donc la métropole a mené une enquête, une étude sur une possibilité de gratuité sur notre réseau. Cette étude, elle a montré aujourd'hui que le réseau tel qu'il est structuré, il ne supporterait pas une gratuité complète tous les jours. Il ne supporterait pas peut-être financièrement, mais en tout cas, il ne supporterait pas techniquement parce qu'il y aurait trop de monde dans le réseau. Donc, ce qui a été décidé, c'est d'abord de restructurer le réseau et ensuite de faire des expérimentations, notamment le week-end, puisque le week-end, on a un peu de marge. Mais expérimentation le week-end, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont plus payer le week-end, mais donc aussi des bus qu'il va falloir ajouter parce que, par exemple, il n'y a pas de bus le week-end à Landes et Pont-du-Château. Donc, il y a des expérimentations qui vont être menées.
a priori à partir de la fin de cette année 2021, sur une gratuité le week-end, en évaluant bien qui aujourd'hui est dans les bus le week-end, qui le sera ensuite, qu'est-ce que ça a permis, à qui ça a profité, au commerce, aux loisirs, etc. Et à partir de cette expérimentation, on pourra, si elle est décidée par les élus de la métropole, puisque là on est toujours en étude, elle pourra nous permettre de mesurer les avantages, les inconvénients d'une gratuité qui pourrait s'étendre. C'est un vrai débat politique, il est porté de façon très importante par certains partis politiques, d'autres sont plutôt opposés. C'est des débats intéressants quand on est élu. En tout cas, la question se pose et il y aura des avancées pendant le mandat sur cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y avait une demande de parole de Monsieur le maire. Oui, merci. Juste brièvement, tout à l'heure, sur deux éléments. Tout à l'heure, Monsieur Beckler a parlé de l'engagement du SMTC de nous mettre des bus le dimanche 2021. Je confirme que j'ai bel et bien reçu cette lettre et sur cet engagement-là, et je le confirme. Dès que la voie verte le long de l'Allier sera en place, et il m'a même été précisé que ces bus pourront embarquer des vélos. Je répète cela. En ce qui concerne pour le deuxième point qui a été évoqué par M. Roussel concernant le prix, ce qui est fondamental pour le développement du transport en commun et qui soit de plus en plus fréquenté, c'est non pas le prix, comme ça a été rappelé, mais c'est l'efficience du réseau. Et si on veut que les gens fréquentent les bus, ce sera fondamental, ça sera d'augmenter le réseau. Quant à la position sur la gratuité des transports, comme elle va commencer les week-ends, puisque l'expérimentation sera faite le week-end, tant qu'on n'aura pas de bus le week-end à Londres, la tarification solidaire, la gratuité des transports ne pourra pas être envisagée parce que les Landais ne pourront pas en bénéficier tout simplement puisqu'ils n'auront pas de bus le dimanche. Donc, il ne faut pas oublier, et là on reprend ma casquette de vice-président en charge de l'économie, que l'essentiel du budget de fonctionnement du SMTC est réalisé par les entreprises par le biais du versement transport. Et qu'à l'heure actuelle, le SMTC, ce versement transport est au maximum de ce qui est permis par la loi. Donc pour résumer, je dirais simplement que la mise en des transports, en ce qui concerne notre commune à Lande en tout cas, est prématurée, tant qu'on n'aura pas un réseau plus efficient et un réseau, et notamment des bus le dimanche. Je voulais juste préciser ce point de vue. Merci beaucoup, il est entendu. Je vous propose maintenant de passer la parole, alors dans l'ordre, Didier, Monsieur Lapouge et Denis. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Didier Chabot, je suis landais, landais depuis 2 ans. J'étais Clermontois avant, et donc envisagé. Alors, pardon, on vous entend très mal, soit il faut que vous rapprochiez votre micro, peut-être. Est-ce que c'est mieux là? Voilà, c'est très bien, merci. Désolé, j'étais peut-être un peu loin du micro. Oui, donc je suis landais depuis 2 ans, je suis un Clermontois, donc envisagé de la TDC quand j'étais à Clermont. La question a déjà été posée par Mathieu tout à l'heure sur les connexions avec d'autres sites que le centre de Clermont. Donc, j'ai bien noté dans la présentation d'Alexia que la future ligne 9 sera plus efficace et rapide pour le centre-ville de Clermont. Et la question que Mathieu disait tout à l'heure sur la Pardieu, moi je prenais l'exemple du campus des Cézaux, c'est un peu la même problématique. Du coup, peut-être plus pour compléter la réponse que je n'ai pas bien comprise, c'est est-ce qu'on pourrait, en tant que Vendée, peut-être avoir des interconnexions plus efficaces avec les bus au niveau de service pour aller justement un peu sur les sites périphériques. On peut espérer une amélioration de ce côté-là. Et j'en profite de cette question sur l'interconnexion de petites lignes pour parler des lignes B et C qui vont être par service. Je trouve qu'il n'y a qu'une seule interconnexion qui est JOD
Ça veut dire de bien prévoir les infrastructures pour échanger tous les piétons qui passeraient d'une ligne à l'autre. Alors qu'actuellement, la ligne B, elle avait deux interconnexions à Jode et au stade Michelin. Et pareil pour le C, qu'il y en avait une à Jode et au lycée Lafayette. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Vous parlez des interconnexions avec le tramway, j'imagine, hein? Oui, pour la deuxième question. Oui. Après, Ok. pour la première question, la petite ligne 9, est-ce qu'elle peut s'interconnecter avec les autres lignes ABC, les futures lignes? Merci. Peut-être Alexia, là, pour le coup, sur le réseau Silhouette. Par rapport à l'interconnexion aussi, c'est encore une fois tout l'intérêt de faire la ligne 37 en boucle. Alors, on a bien conscience qu'aujourd'hui, la fréquentation ne permet pas d'avoir toutes les connexions possibles avec la ligne C, mais c'est justement ce qu'on veut avoir pour demain. Et ça permettra d'avoir cette connexion Land-Cournon d'Auvergne avec de permettre un rabattement donc, sur la ligne de BHNS-C pour permettre d'autres liaisons. Et après, alors on peut peut-être mettre plutôt la carte du réseau entier Silhouette où après, il y aura des connexions également possibles, donc plutôt dans le centre, mais il y aura des connexions possibles aussi avec d'autres lignes plutôt dans le cœur. Alors, on s'en rend peut-être pas, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais dans tous les cas, pour ce qui est notamment de la Pardieu, c'est l'intérêt d'avoir une connexion Land-Cournon qui rattache directement à la ligne la plus proche, à haut niveau de service, qui est la ligne C. Merci. Alors, Monsieur Lapouge, vous avez levé la main depuis un moment. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Je reviens juste sur la ligne 37 qui va être modifiée en ligne circulaire. Donc, je vais vous rappeler une petite chose quand même. Il y a un axe déjà qui existe entre Land et Cournon, qui est la ligne dite pour l'emploi, qui fait 2 allers-retours le matin et 2 allers-retours le soir sur le 34. Et je vois pas pourquoi on va aller créer une ligne circulaire, sachant qu'on voit ce qui se passe sur la ligne circulaire déjà sur Cournon, on va dire les dégâts que ça fait. Je pense que pour moi, créer une ligne circulaire comme c'est prévu, ça ne sert à rien, sachant qu'il y a déjà une jonction entre Land et Cournon. Vous aurez peut-être mieux, justement, mettre à titre définitif la jonction qui existe déjà que d'aller créer cette boucle. Je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, il faut bien aussi avoir en tête que cette boucle, elle n'est pas uniquement là pour la liaison Land-Cournon, mais elle est bien aussi là pour les communes à l'est, à savoir Murs-sur-Allier et Pérignat-sur-Allier, comme je l'ai présenté, pour avoir plusieurs origines-destinations. On a bien les liaisons Murs-sur-Allier-Land, on a bien les liaisons Murs-sur-Allier-Pérignat-Cournon ou Cournon-Land. Mais là, l'intérêt, c'est bien de pouvoir desservir tout un secteur et pas uniquement Land-Cournon et que plusieurs habitants puissent profiter de cette ligne circulaire, chose qui n'est pas aujourd'hui possible avec la liaison Land-Cournon uniquement sur la 34. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur Lapouge? Rapidement? Non? Bon. Alors, donc il y avait d'autres questions de Denis. Alors, est-ce que Denis... Voilà, bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. D'accord. Alors, je suis un petit peu désolé de ma question parce que je prends la réunion en cours pour des raisons professionnelles. Je n'ai pas pu la prendre plus tôt. C'était déjà le cas hier. Moi, je suis surpris, mais je crois que vous avez répondu en partie juste au moment où je me suis connecté. Je suis surpris du choix de la desserte d'Olna en priorité par rapport à Land parce que j'ai l'impression que d'un côté, on dessert effectivement un aéroport, mais où il y a 1000 passagers par jour, en fait, en temps hors Covid, et des usagers c'est plutôt une clientèle d'affaires qui ne prend pas facilement les transports en commun. Et côté Land, on a et Olna est en plus desservie par une halte ferroviaire qui pourrait être plus exploitée. Et de l'autre côté Land, on a notamment le pôle étudiant, lycéen de Barmilla, avec là aussi, je crois, plus de
plus de 1000 étudiants et on sent que la desserte est très juste et on pourrait desservir, me semble-t-il, avec les éléments que j'ai moi, sur cette grande ligne droite qui est l'ancienne route nationale pour aller à Landes, aussi les entreprises, alors avec une particularité, c'est les heures de sortie d'entreprise bien sûr, mais de l'AIA, le centre d'examen du permis de conduire, la zone commerciale de Landes qui, à mon sens, me semble plus stratégique que la desserte d'Aulnat. Mais vous avez probablement répondu à cette question. J'ai déjà posé à peu près le même type de question hier sur la réunion de Clermont, et les 2 fois, hélas, je n'ai pas pu écouter votre argumentation depuis le début. Donc, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. Bon, voilà. Ah, merci. Monsieur Béclair, est-ce que vous voulez bien refaire l'argumentation? Oui, malheureusement, je ne la referai pas aussi bien que le président François Rage, là, qui a eu aussi l'occasion, et monsieur le maire Henri Gisselbrecht, qui a eu l'occasion aussi de compléter la réponse. Donc, effectivement, hein, on a abordé cette question tout à l'heure, et compte tenu du fait qu'elle revient souvent, et pas seulement d'ailleurs de votre part, il est évident qu'en sortie de concertation, c'est quelque chose qu'on fera après le 31 mars, et bien sûr avant le dépôt du dossier d'enquête publique, ça fera partie des réponses, hein, qu'on devra à chacun et qu'on argumentera de nouveau, j'allais dire, de façon écrite et accessible et transparente pour tous. Donc les ingrédients essentiels, il y a une question donc de mobilité interne avec l'axe social qui est porté et au travers du choix de la ligne B à Aulnat, notamment parce que on dessert au travers de ça des ensembles dans lesquels il y a une population un peu plus pauvre que la moyenne de notre métropole. Donc ça, c'est un bout d'argument social. Il y a un bout d'argument plutôt lié à la mobilité externe que rappelait le président François Rage tout à l'heure, qui est une façon, au travers de cette ligne, également de montrer la volonté de la métropole de conserver ces liaisons extérieures, tant par la gare SNCF que par l'aéroport, et donc de les conforter dans le dialogue qui a lieu avec les politiques, notamment au niveau national, à un moment où eh bien, ces liaisons sont en réalité menacées, comme chacun le sait. Voilà, donc ça fait partie des ingrédients. Néanmoins, il y a effectivement un bassin extrêmement important et sur Landes et sur Pont-du-Château, hein, 20 000 habitants au total, avec le centre de Marmilla notamment également que vous indiquez. Et c'est la raison pour laquelle, au travers des 2 lignes 39 et 36, nous souhaitons apporter plus de confort, plus de vitesse et plus de fréquence, plus d'amplitude, pour permettre en fait à ces 2 villes d'avoir une desserte de bien meilleure qualité que celle qui est présente aujourd'hui. Voilà, donc j'ai essayé de faire un résumé extrêmement sommaire, mais en même temps, voilà, je veux vraiment vous garantir que vous disposerez d'une réponse complète et argumentée aussi par écrit sur ce sujet qui est évidemment un sujet de choix, hein, une fois sorti de Clermont et en allant vers l'Est, entre passer au nord de l'aéroport ou passer au sud de l'aéroport, compte tenu du fait que l'aéroport, c'est aussi une longue bande infranchissable dans son travers. Voilà, merci. De toute manière, sur le site projet, on va commencer à mettre un certain nombre de réponses à des questions qui reviennent de manière régulière. C'est pas pour ça que vous ne pourrez plus les poser, mais néanmoins, on va commencer à apporter un certain nombre de réponses. Comme ça vous permettra d'avoir des éléments, les premiers éléments de compréhension, en tous les cas, des réponses qui sont apportées. Après, libre à vous d'être d'accord ou pas, mais en tous les cas, ce seront les réponses qui seront apportées. Peut-être alors, j'ai 2 dernières demandes de parole. Alors, il y a Jean-Louis et puis ensuite François. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, si vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, vous avez vu, je vous ai posé plusieurs questions. Oui. Donc, la première c'est pourquoi vous passez la ligne 35 en ligne numéro 9? C'était une organisation. Vous faites disparaître la ligne 35? Allez-y, posez-les, et puis comme ça, on répondra à toutes. Vous avez parlé de la végétalisation de la ligne B, C, et je pense de toutes les autres lignes qui seront équipées. Est-ce qu'il y a déjà une ébauche des zones qui vont être végétalisées? Parce qu'il y a des endroits où il y a des bâtiments, on ne pourra pas mettre des arbres partout non plus.
La troisième question, c'est au niveau de la limite Landes Pont du Château, il y a un carrefour et une zone qui s'appelle Champ-Lamé. Est-ce qu'il est prévu d'y faire un jour un parking relais qui permettrait de collecter tous les véhicules qui viennent de la zone extérieure à Pont du Château, toute la partie Est, Billon, etc. Et sur lequel il pourrait y avoir un service express qui prend l'autoroute et qui amène directement dans Clermont rapidement, sans s'arrêter en chemin, puisque là, en principe, les gens qui arrivent, soit ils vont travailler à Landes et là, ils n'auront pas besoin, soit ils vont tous sur Clermont. Donc, est-ce qu'il y aura un intérêt, une étude là-dessus? Et puis, ma dernière question, c'était, bon, il y a un engagement pour le transport du dimanche. Qu'est-il prévu si on veut faire des déplacements le samedi soir sur Clermont? Merci pour ces questions. Et je rajoute qu'à la dernière question que vous posez, Monsieur le maire a posé exactement la même, c'est-à-dire les horaires qui sont à l'étude, notamment en semaine, des bus plus tard le soir, dont le samedi soir, évidemment, j'imagine aussi. Alors, il y a 4 questions, je vais essayer de ne rien oublier. Sur le numéro des lignes, je vais être très honnête, je ne suis pas sûr qu'elle s'appellera 9 en 2026. Il faut mettre des numéros parce que c'est une façon pour nous de nous repérer. Aujourd'hui, on n'a pas fait les choix réellement d'attribution de numéros. On n'en est pas du tout là pour la construction du futur réseau. Donc, il ne faut pas trop s'attarder sur ces questions de lignes. D'ailleurs, il ne faut pas trop non plus s'attarder sur les questions de nom d'arrêt, qui est aussi une question extrêmement importante et qui aujourd'hui n'est tout simplement pas traitée à ce stade du projet. Sur la question de la végétalisation, l'ambition au travers de ce projet, c'est bien sûr de renforcer aussi la place de la nature en ville. Ça a été indiqué au début et finalement j'y suis assez peu revenu dans le reste de la présentation. Ça se traduit concrètement par l'installation le long des tracés, chaque fois que c'est possible, dans la largeur, à la fois d'une strate arbustive, parce qu'on sait que la question des arbres est importante, notamment pour aussi les questions d'îlots de chaleur urbains, et puis d'autres espèces en accompagnement. Donc ça, c'est pour la partie, j'allais dire, plantation. Il y a bien sûr des ambitions également de conservation. Et notamment, chaque fois qu'il y a déjà des arbres le long de ces tracés, aussi souvent qu'on le peut, c'est-à-dire presque tout le temps, naturellement, on conserve ces arbres existants. Dans les éléments de conservation, il y a également la conservation de la flore, de la faune, qui sont présentes le long de ces deux tracés. Et donc, on a fait, et c'est déjà fait, un diagnostic faune-flore dit 4 saisons, extensif sur l'ensemble de ces deux tracés, qui nous a d'ailleurs permis, ça fait toujours partie des surprises de ce type d'exercice, de redécouvrir des plantes extrêmement rares, voire disparues, qu'on retrouve notamment sur des zones de friches ou des zones de talus en bordure de nos deux tracés. Maintenant, on sait qu'elles y sont et on prendra également un soin tout particulier à les conserver. Donc là, c'est vraiment pour la partie biodiversité, parce c'est aussi un élément en fait important dans ce type de projet. Pour ce qui concerne l'amplitude, la fréquence des lignes de demain, je pense que Alexia l'a dit tout à l'heure, donc je vais essayer de le redire avec mes mots. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous allons mettre dans l'offre supplémentaire, dans les 20% d'offres supplémentaires que nous mettons sur l'ensemble du réseau, on va en mettre la moitié des kilomètres sur les autres lignes que les lignes B et C. Donc il y a un équilibre entre les deux lignes structurantes et le reste des lignes de la métropole. C'est au travers des ateliers, au travers des remontées de la population que nous allons construire progressivement. Alexia a déjà parlé de 4 phases, que nous allons construire progressivement l'offre que nous vous proposerons à partir de début 2026. Donc s'engager aujourd'hui en vous disant, voilà, je suis absolument certain que sur la ligne 9, quel que soit son numéro de demain, ça sera de telle heure à telle heure du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure le samedi, de telle heure à telle heure le dimanche avec telle fréquence, ça serait simplement un mensonge. On n'en est pas à ce niveau de détail et on va l'affiner progressivement. Aujourd'hui, on n'a que les grands équilibres. Le grand équilibre, c'est de mettre la moitié de l'offre supplémentaire sur les autres lignes que les lignes B et C, et c'est d'offrir un certain type de service, donc dire
là, c'est les choix qui ont été rappelés par Alexia tout à l'heure, le domicile travail, le domicile études, l'accès au centre de soins, et puis du domicile loisirs et du domicile commerce pour plutôt tourner vers l'exploitation du week-end. Je n'ai répondu qu'à 3 questions sur 4, et donc il manque le parking relais. La 4e. Les parkings relais, c'est parce que c'est pas moi qui réponds à cette question. Voilà pourquoi je l'ai oublié. C'est Pauline Bayard qui doit être avec nous et qui s'occupe de cette question. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Yves. Oui, donc je remercie Jean-Louis pour cette question qui est plus une suggestion, on va dire. Alors, la question des parkings relais, vous avez vu une cartographie avec des sites à l'étude. Il n'en demeure pas moins que nous sommes en phase vraiment d'études d'opportunité, on va dire, sur la question des parkings relais et qu'on a encore tout à construire. Mais rien de grave, d'ici 2025-2026, on a un petit peu de temps pour construire la stratégie et puis aménager les parkings relais. Donc, je prends note de la zone de Champ-la-Neige. J'ai regardé en même temps sur Google Maps, donc la limite Pont du Château, je vois bien où c'est localisé. Donc, c'est intégré dans mes sites potentiels pour le réseau restructuré, pour les parkings relais. Je vous remercie, Jean-Louis. Merci, Pauline. Peut-être une dernière prise de parole avec François. Et juste avant, parce qu'on a peu évoqué, il y avait des questions qui étaient arrivées, des contributions sur Pont du Château, et notamment les liaisons entre Pont du Château, Pont du Château, Cournon. Voilà, Jean-Yves, si vous pouvez l'intégrer dans les réponses à faire. François ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui, très bien. Merci. Alors, je suis désolé, je ne suis pas de Pont du Château ni d'Aulnat. Moi, je suis de Landes depuis une dizaine d'années, donc mes questions vont plutôt concerner Landes. Alors, je vous remercie pour la consultation et les informations ce soir, et je suis très heureux, moi, d'apprendre que l'offre va être renforcée entre Landes et les dessertes qui partent de Landes, si j'ai bien compris. Alors, j'avais quelques observations, questions. La première, ça concerne la combinaison des mobilités, puisqu'on finalement, on a une gare qui est à Pont du Château, qui est pas très loin de Landes. Et à ma connaissance, on n'a pas de desserte de bus qui nous permettent de faire Landes, cette petite gare, sachant que le matin et le soir, il y a quand même pas mal de trains qui se rendent en centre-ville directement. Donc, je voulais savoir si c'était une piste qui pouvait être à l'étude, bon, sachant que derrière, il faut que à la gare, on puisse avoir, par exemple, des vélos assistance électrique ou de la mobilité un peu renforcée pour accéder au tram, par exemple. Une autre piste, je crois qu'il n'a pas été évoquée, en tout cas, j'étais pas au début de la réunion et je vous prie de m'en excuser, c'est celle de transport plus rapide, parce qu'en fait, bon, pour te dire, moi, je prends pas beaucoup les transports en commun. Mon épouse les prend, elle, pas mal pour se rendre à Clermont, et je constate que beaucoup de gens travaillent à Clermont, qu'il y a beaucoup de voitures et le matin et le soir sur la route. Et pour en échanger un peu avec les gens de ma tranche d'âge, autour de 40 ans, les gens ne prennent pas le bus parce qu'ils trouvent ça particulièrement long, en fait, entre Landes et Clermont. Et donc, je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution finalement assez simple d'avoir un bus direct tous les, je sais pas, X bus, et le matin et le soir, où les gens partent au travail et où ils rentrent le soir. Et dernière observation, pendant les petites vacances scolaires, avant les grandes vacances aussi, a priori, mon épouse me disait que la fréquence des bus était quand même très réduite. Et ça, c'est un point qui, finalement, est un point un peu noir potentiellement à renforcer, puisque les gens continuent à travailler, notamment les petites vacances scolaires. Voilà. Donc, merci encore une fois sur les informations apportées et sur le fait que l'offre va être renforcée. Merci. Puis il faut dire à votre épouse de prendre la parole aussi, qu'elle n'hésite pas. Il n'y a pas de problème. Alors il y aura une dernière. Prise... moi, je vais lui dire. Bon, très bien. Il y aura une dernière prise de parole de SG. Voilà, donc on répond à ces questions-là, peut-être Pont du Château, et puis ensuite SG, puis on passera la parole à François Rage et Henri Risselbrez pour clôturer la réunion. Alors peut-être pour redémarrer là sur les questions de Landes. D'abord, nous sommes de la même tranche d'âge, François, et donc voilà, je me sens solidaire de cette tranche d'âge. On a, je pense, deux éléments de réponse. D'abord, on a essayé de répondre un peu plus tôt dans la soirée sur le fait qu'effectivement, on irait beaucoup plus vite entre Landes et Clermont-Ferrand. Et également, on a essayé de répondre sur le fait que finalement, une des difficultés avec les lignes express qu'on a déjà essayé sur notre réseau il y a quelques années, c'est que quand vous faites une ligne express, ça ne concerne qu'une partie, bien sûr, des gens, ceux qui sont au départ de la ligne express,
Et donc, ça veut dire qu'on en rate aussi. Voilà. Donc, il y a un compromis autour de ça et c'est ce qui nous amène en général à proposer les lignes telles qu'on vous les a proposées. Mais la question, évidemment, remise sur la table. Il y a un troisième élément. Ça, c'est très important, en fait, par rapport à notre volonté d'augmenter la part modale des transports en commun, réduire la part modale de la voiture individuelle. L'objectif, c'est pas forcément que les trajets qu'on fait 5 jours sur 5 en voiture soient demain tous faits 5 jours sur 5 en transport en commun. C'est-à-dire que aussi dans nos vies, dans notre façon de faire, on peut finalement avoir des conversions partielles. Un jour par semaine, c'est finalement plus facile parce qu'on a peut-être moins d'obligations professionnelles, où on a un peu plus de temps, soit le matin, le soir. Et donc, on peut aussi se convertir partiellement à l'usage du transport en commun. Et c'est un des axes sur lesquels nous misons dans la construction du futur réseau. Voilà, donc ça, c'est pour répondre plutôt sur la question de Landes. Sur la question de Pont du Château, Eric, je devais répondre sur... Je ne vous entends plus, Eric. Pardon, excusez-moi. C'est Pont du Château, Aulnat, Pont du Château Cournon. Il y a eu plusieurs sollicitations, contributions, remarques en disant Pont du Château est le parent pauvre. Voilà, Absolument. pour reprendre les termes exacts. Mais bien sûr. Et donc, il y a une partie de la réponse qui est celle que j'ai aussi faite tout à l'heure, qui est de dire qu'on peut évidemment pas desservir toutes les destinations en partant de Pont du Château. Mais il y a une autre réponse qui me paraît beaucoup plus intéressante à la question qui est posée. C'est que là encore, il y a à nouveau un choix. Sur Pont du Château, le choix qui est proposé aujourd'hui, c'est une ligne structurante rapide de Pont du Château à Clermont. D'ailleurs, elle passe par l'autoroute, pour ceux qui l'auront vu sur le réseau Silhouette. Et ce que rappelait Alexia, une deuxième ligne nord-sud. Et en fait, on fabrique à l'échelle de Pont du Château un mini-réseau pour une raison toute simple, c'est que notre analyse du fonctionnement de la commune de Pont du Château, c'est aussi que c'est aujourd'hui un pôle de service qui fonctionne plutôt bien, et il y a pas mal de déplacements internes à Pont du Château dans la journée. Ça, c'est ce qu'on repère dans les enquêtes ménage-déplacement. En réalité, un peu plus que ce qu'on constate sur la commune de Landes. Et donc, cette forme de réseau, elle permet de répondre à cette demande de déplacement interne à la commune de Pont du Château. Donc, dans la distribution des kilomètres, d'une certaine façon, on a plusieurs choix. Il y a celui qui est fait à Landes, et puis il y a celui qui est fait à Pont du Château. Et vous voyez que dans la forme, c'est pas tout à fait le même. Donc ça mérite vraiment d'être questionné. C'est là où les contributions, à nouveau, ont beaucoup de sens et toute l'ambition du travail qui est mené par Alexia avec l'ensemble des équipes, avec également les équipes de la T2C qui nous assistent dans la construction de ce réseau, c'est bien de mesurer et de comprendre quelles sont les bonnes origines, les bonnes destinations et finalement quels sont les vrais besoins de mobilité les plus importants. On ne les couvrira pas tous, mais ceux qui sont les plus importants pour structurer la commune. Merci. Et dernière prise de parole, donc SG. Voilà, si vous voulez Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous m'écoutez. Oui. Sébastien Giron, entreprise Grand Tourisme Giron, qui exploite entre autres les lignes 37, quelques lignes scolaires pour le réseau urbain SMTC et T2C. Je vous ai écouté depuis le début de la soirée. Alors, c'est pas de question, juste une question sur la fin, mais plutôt des remarques, où je trouve qu'en effet, le réseau, ça part un petit peu dans le bon sens avec cette boucle de la ligne 37, ces lignes de Landes et de Pont du Château. Juste une petite remarque, quand on regarde la ligne 9 et 36, il ne semble pas voir sur la carte une connexion du coup entre Landes et Pont du Château, comme c'est actuellement en passant devant anciennement Atlas, etc. Juste à voir, c'est peut-être une précision à apporter. Et puis juste une remarque aussi par rapport à l'environnement, j'ai vu que la transition écologique était un sujet fort au niveau du SMTC. Bien entendu, moi je me propose de les accompagner. On a eu aujourd'hui un label CO2, ce qui fait qu'on est à ce jour la seule entreprise d'Auvergne en transport de voyageurs à avoir réussi à l'avoir. Donc c'est pour ça que je me félicite de cette orientation du réseau. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc c'est plus une remarque véritablement qu'une question. Il y avait un tout petit coin de question quand même. Donc bien le bonsoir, bien sûr. C'est un partenaire très régulier, Sébastien Giron. Voilà. Donc évidemment, c'est un plaisir aussi d'échanger ce soir. Le point tout particulier, c'est effectivement un choix dans
dans la proposition du réseau Silhouette aujourd'hui. Nous, ce qu'on a entendu, c'est que les demandes et de Landes et de Pont-du-Château sont d'abord une connexion directe et rapide au centre de la métropole. Et effectivement, dans le réseau tel qu'il est présenté aujourd'hui, il n'y a pas de connexion, comme on l'a sur la ligne 35-36 actuelle, entre Pont-du-Château et Landes. Donc c'est bien une différence fondamentale, et donc un choix qui est à conduire par rapport au réseau qu'on livrera demain. Ça renvoie vraiment exactement à la remarque que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire pour nous de bien choisir, parce qu'en fait, construire un réseau, c'est d'abord choisir des origines, des destinations, et donc l'offre qui va avec. Donc M. Giron a bien vu, il y a une différence entre la desserte actuelle et la desserte de demain, et elle est aujourd'hui orientée par ce que nous avons compris de la demande des deux communes, de privilégier d'abord une desserte rapide au cœur de la métropole. Merci. Alors, il y a Monsieur Lapouche qui avait posé une question, et là je rebondis parce que c'était quel sera le futur plan du réseau pour les services scolaires. On vient d'en parler. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Yves, ou c'est suffisant? Et puis c'est aussi Alexia peut-être, parce qu'effectivement il y a bien deux réseaux, un réseau entre guillemets classique et un réseau plutôt orienté scolaire, même si tout le monde peut monter dans... Alors, le réseau scolaire, bien évidemment, qui va être traité dans le cadre de ce projet, il va arriver dans un second temps au niveau de la construction. Enfin, il va arriver dans un second temps, donc là, c'est trop prématuré par rapport à ça, mais il sera bien livré en même temps que le projet dans sa globalité, soit en 2026. Merci. Voilà, je vous propose qu'on en finisse là pour ce soir. Il est 21h30, voilà, 2 heures de réunion. Est-ce que Monsieur le maire, François Rage, vous souhaitez faire un petit mot de conclusion? Ouais, juste quelques mots et puis Henri conclura puisqu'il est chez lui s'il veut bien. Vous dire qu'on est sur un projet complexe, on appelle ça un projet complexe, et que ce projet complexe et coûteux, il n'a de sens que si il correspond bien aux besoins et aux désirs des habitants de notre métropole. C'est pour ça que ce temps de concertation, il est important. Et j'invite vraiment les gens qui sont ici, mais aussi à être eux-mêmes vecteurs auprès de leurs voisins, de leurs familles, à faire des propositions, à aller sur le site internet, à répondre, à aller dans les mairies, parce qu'on a besoin d'être vraiment sûr et certain que ce qu'on propose, ça correspond aux besoins et aux désirs des gens. Donc voilà, juste en conclusion, j'espère qu'on a réussi à rendre cette présentation vivante et surtout qu'on vous a donné l'envie d'aller un peu plus loin et de continuer à nous apporter vos idées, soit sur cette concertation, mais aussi dans la DUP et tout au long de la concertation qui sera mise en place pour la réorganisation du réseau. Donc, je compte sur vous tous pour continuer à nous accompagner dans ce projet, qui est le projet du mandat de la métropole. C'est le projet essentiel. Monsieur le maire. Oui, il se fait tard et les débats ont été passionnés. Je voudrais dire de qualité. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. On voit que la volonté de chacun est de construire un réseau au service de tous pour demain. Et ça sera, je pense, le mot de ma conclusion, la qualité des débats et la qualité des interventions et la qualité des remarques. Aujourd'hui, les Landais se mobilisent pour leur transport et leur mobilité. Je pense que vous en êtes rendu compte et j'espère qu'il en sera tenu compte, bien sûr, dans l'élaboration, la construction de ce réseau en 2025-26. Voilà, je vous remercie en tout cas pour cette réunion qui était difficile à organiser compte tenu des circonstances, mais c'est un exercice que je trouve particulièrement réussi. Et effectivement, François, je suis vraiment chez moi, voilà, devant mon écran. Et bonne soirée à tous.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup à tous. Voilà, sur l'écran, vous voyez apparaître la suite. Hein. Finalement, on a 15 jours de vacances pour se reprendre des forces. Et puis, voilà, il y a un mois complet de concertation avec des rencontres, des balades, etc. Si la situation sanitaire s'améliore, évidemment, on réouvrira des réunions publiques en physique et on vous accueillera bien volontiers. Pour l'instant, on est obligé de continuer à distance. Pour vous dire également que la concertation là porte évidemment sur les lignes B et C. On aborde la question du réseau, mais que la concertation sur le réseau, elle va être longue, elle va durer jusqu'en 2024-2025. Il y aura des temps réguliers de concertation. Alexia a évoqué tout à l'heure 4 versions pour ce réseau, donc chacune sera comment dire, cadencée par un temps de concertation, etc. Donc on va se revoir très souvent pour parler de ce réseau et on vous écoutera et on viendra vous faire des propositions. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Au revoir.